Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Nous sommes le 9 février 2026. Dans quelques heures, le président de la République va s'adresser à ses jeunes compatriotes, comme tous les 10 février à 20 h sur les antennes de la radio et la télévision nationale, relayé pratiquement par tous les médias privés au Cameroun. Moment important qui permet au chef de l'État d'échanger avec ses jeunes compatriotes, mais également de faire quelques annonces utiles pour cette jeunesse-là qui est interrogée ce soir. Est-ce que la jeunesse camerounaise a plus à donner qu'à recevoir? Nous connaissons le contexte actuel marqué par plusieurs projets qui sont annoncés par le gouvernement avec des programmes tels que le plan triennal jeune, tel que le plan de soutien à l'entrepreneuriat jeune récemment lancé par le président avec une première enveloppe de 50 milliards de francs CFA, et beaucoup d'autres de ces programmes et projets sont logés dans différents départements ministériels au Cameroun. La jeunesse attend toujours. Est-ce que dans le contexte où on attend d'elle d'être l'artisan du Cameroun de demain, elle a plus à donner ou à recevoir? Nos invités vont répondre à cette question, vous également à la maison, à travers le code d'accès SMS et WhatsApp SMS au bas de l'écran. Mais nous sommes également le 9 février et ceux qui faisaient les calculs avaient prévu que ce 9 février devrait être le jour de convocation du corps électoral par le président Paul Biya, par décret rendu à 7 h, il est 17 h. En tout cas, on sait qu'au Cameroun, généralement, le 17 h peut changer l'actualité. On n'a pas encore ce décret portant convocation du corps électoral. Est-ce que, comme le pense la nouvelle expression, le journal de Séverin Tchouké depuis ce matin, on est allé vers une nouvelle prorogation des mandats des conseillers municipaux et autres? On entrera par là dans ce programme qui accueille Paul-Stéphane Moudouga. Il est politologue, il est bien connu. Paul-Stéphane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vous nombreux téléspectateurs et même vos internautes. Bonsoir aux copanélistes. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est chaque fois un plaisir d'être convié à cette émission, tout en espérant qu'une fois de plus, ce soir, nous serons à la hauteur. Vous comptez les 17 h depuis le discours du 6 novembre? C'est vrai que j'avais commencé à compter les 17 h, mais pour vous dire vrai, je me suis fatigué. Moi, je n'ai pas, pour parler trivialement comme au quartier, moi je n'ai pas le cardio. Donc j'ai arrêté de compter les 17 h parce que, je l'ai dit quelque part pour blaguer, le président de la République compte les jours comme Dieu. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on vous dit que pour Dieu, parfois 1000 ans c'est un jour. Et parfois un jour c'est 1000 ans. Donc quand le président vous parle des prochains jours, vous ne savez pas. Peut-être il est en train de compter ça comme Dieu. Autant mieux attendre simplement le jour que le 17 h tombera. Et le 17 h sur la convocation du corps électoral, lui, vous intéresse? Oui, il intéresse tous les Camerounais parce qu'il est effectivement d'actualité. Et en principe, c'est demain, s'il faut être plus rigoureux dans les calculs, que le président devrait convoquer le corps électoral ou alors proroger le mandat des conseillers municipaux, parce qu'il faut rappeler ici que le code électoral dit que l'élection des conseillers municipaux devrait se tenir 20 jours avant l'expiration du mandat. Et le même code électoral vous dit que le président de la République doit convoquer le corps électoral 90 jours au moins avant la tenue du scrutin. Quand vous calculez dans les jours, vous vous rendez compte qu'il reste un jour. Ça veut dire que si aujourd'hui passe, demain ne devrait pas passer. Il doit soit convoquer le corps électoral, soit proroger le mandat des conseillers municipaux, parce que justement en ce qui concerne les députés, il y a encore une marge de manœuvre. Et parce qu'il faut également rappeler qu'il ne peut pas proroger le mandat des conseillers municipaux de plus de 18 mois. Or, la première prorogation était de 13 mois. Ça veut dire qu'il a encore une marge de manœuvre de 3 mois. Donc, attendons simplement demain. Mais tel que c'est parti, on a justement l'impression qu'on est parti pour une prorogation parce que à cause des contraintes ou des tensions de trésorerie, je ne vois pas le président de la République et même le gouvernement s'engager à une organisation des élections municipales d'un côté et des élections législatives d'un côté. Ce serait très coûteux. Donc moi je suis également de ceux qui pensent que on est en train d'aller vers une nouvelle prorogation. Raymond Chiazok, monsieur le président national du RDI, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci de l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Un bonsoir particulier à tous les militants du RDI. Ils attendent
l'éventuelle convocation du corps électoral? Oui, vous savez qu'au RDI, nous sommes prêts. Si le président de la République prend un décret qui proroge le mandat des conseillers municipaux, nous allons nous soumettre. S'il convoque le corps électoral, nous allons également nous soumettre. Le RDI est un parti républicain qui se soumet à toutes les exigences républicaines et ça fait que nous ne sommes jamais présents là où on parle du boycott d'une quelconque élection. Nous sommes prêts, nous attendons des pieds fermes. Vous ne faites pas la politique de la chaise vide, mais est-ce que c'est normal qu'on en soit à se poser des questions? On a vu la presse divisée sur la question, celle qui parle du décret, celle qui pense à une éventuelle prorogation encore. Est-ce que le calendrier électoral ne peut pas être plus fixe, plus rigide au Cameroun? Non, c'est impossible. Vous savez que le Cameroun est un pays particulier de par sa gouvernance. Tout tourne autour de la volonté d'une seule personne qui est le président de la République. Il est le maître du temps et de l'opportunité. Et à côté des problèmes de trésorerie qui ont été évoqués tout à l'heure, il faut quand même rappeler que après les élections présidentielles, le Cameroun ne mène pas une vie sereine sur ce qu'on peut appeler la paix sociale. Il y a encore quelques foyers de tension, il y a des rumeurs persistantes qui font état de ce que un candidat qui s'est déclaré, qui s'est autoproclamé élu, fera son entrée au pays pour peut-être engager quelques soulèvements. Vous voyez que sous la base de tout cela, des problèmes de trésorerie qui ont été évoqués tout à l'heure et ce que je viens d'ajouter, il serait quand même logique que le mandat des conseillers soit prorogé. Il est bien vrai que... Là, c'est des vénards, là. Ils vont finir par faire 7-8 ans. Oui, vous savez que chacun a sa chance, M. Jean-Jacques. C'est la chance. L'attente pour nous autres, elle est très longue. Parce que nous voulons devenir maire, nous voulons devenir conseiller municipal, nous voulons devenir député. L'attente est longue, mais pour ceux qui sont là, ça fait leur affaire. Vous imaginez bien, on est élu pour 5 ans, on se retrouve en train de faire 8 ans. 7-8 ans. Ils ne sont responsables de rien. Ça rejoint ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Et surtout qu'ils sont en majorité issus du parti du président de la République. Nous savons que la grande partie revient toujours aux militants de ce parti politique. Bon, de toutes les façons, quel qu'en soit ce qui sera dit, les budgets de ces différentes communes ont déjà été votés. S'il faille qu'on convoque le corps électoral demain, les nouveaux maires viendront trouver plusieurs problèmes. Parce que plusieurs choses se font déjà. Le plus important pour nous au RDI, c'est d'attendre demain et de nous aligner simplement et purement derrière la volonté du chef de l'État. Parce que quelle que soit notre position, quelle que soit notre volonté, elle ne compte pas devant celle du président de la République. On fait le tour de table et puis on interrogera tout à l'heure l'état des partis politiques. Est-ce que si on le convoque dès demain ce corps électoral, eux, ils seront prêts? Alice Noah, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et internautes qui nous font l'honneur et le plaisir de nous regarder à chaque fois qu'on se retrouve, comme c'est le cas ce soir. Les 17 heures intéressent l'observateur averti que vous êtes? Les 17 ne m'intéressent particulièrement pas parce que lorsqu'on est habitué aux usages du président de la République, je crois que Paul Stéphane l'évoquait tout à l'heure, un jour vaut peut-être 1000 jours pour le président lorsqu'il dit je vais nous dans les prochains jours, peut-être on ne sait pas, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. C'est d'autant plus que même ceux qui sont à côté de lui, c'est-à-dire ses proches collaborateurs, même les militants de son parti politique, ne savent pas en quoi s'en tenir. Vous savez qu'on a fait des émissions sur ce plateau où les militants du parti au pouvoir nous disaient que ce qui est sûr, c'est que les ministres en place ne feront pas, n'iront pas au vœu. Et ils sont allés. Et ils sont allés. Et ça fait quelques semaines. Et ça fait quelques semaines. Et nous avançons là inéluctablement vers quelque chose qui Ils ont repris les activités. Hein. Voilà. C'était un peu timide à un moment donné. Voilà. Vous savez que le budget a été lancé. Donc voilà. La vie est revenue normale. Donc je ne pense pas que un de ces 17 heures ferait l'affaire ou alors changerait le cours des événements. Mohamed Ali, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir aux téléspectateurs de Info TV. La pluie t'a un peu salué.
Ah oui, bien sûr. Bon, vous savez que chez nous, les Africains, la pluie, c'est la bénédiction. Vous êtes agriculteur aussi un peu? Éleveur. Éleveur. D'accord, ça fait du bien. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que l'étudiant s'intéresse aux 17 heures, soit pour le remaniement, soit pour la convocation du corps électoral? Oui, bien sûr, Jean-Jacques, c'est nous les jeunes qui avons beaucoup plus l'intérêt à écouter le 17 heures parce que ces 17 heures pourraient changer notre vie. Quand je dis changer notre vie, ce n'est pas que nous avons été consultés pour entrer au gouvernement, mais à travers les hommes que le chef de l'État va choisir, ils pourront implémenter sa politique qui pourrait nous offrir des opportunités que nous attendons puisque nous sommes en plein dans le septennat des grandes espérances. Et nous, les jeunes, nous appelons ce mandat le mandat des jeunes et des femmes. Donc, vous comprenez que, contrairement à certains qui sont sceptiques, nous attendons le 17 heures et nous espérons que le chef de l'État va mettre des nouveaux ministres. Et quand je dis des nouveaux ministres, parce qu'au Cameroun, vous savez, les gens s'attendent beaucoup à beaucoup de changements. Même si c'est des anciens nouveaux ministres, qu'ils viennent avec un nouvel état d'esprit, qu'ils nous permettent d'avoir des opportunités. Ils ne sont pas des poissons fumés? Est-ce qu'on peut changer comme ça? Jean-Jacques, lorsqu'on sort de 7 ans, après 7 ans, le mandat présidentiel au Cameroun, c'est 7 ans. Et après 7 ans, il y a l'élection. Après l'élection, il y a les vérités de l'élection. Nous avons vu comment le pourcentage du président de la République a baissé fortement, jusqu'à 53%. Je pense que ce n'est pas le président que les gens ne veulent pas, mais il y a une politique qui ne marche pas. Et cette politique, nous la voulons désormais plus pratique, plus concrète, qu'on sorte des lancements, des poses de première pierre. Est-ce qu'on a même besoin de poser la pierre pour faire une route? Surtout que derrière, il n'y a pas les grandes inaugurations. Voilà. C'est un peu rare, hein, les grandes inaugurations. Et puis moi, je vois plus, Jean-Jacques, ces cérémonies de pose de première pierre. Moi, si j'étais appelé un jour au gouvernement, je n'allais pas y participer. Parce que on vous c'est la rébellion. Non, on vous amène quelque part, vous posez la pierre. Demain, tout le peuple se retourne vers vous et vous demande, depuis que vous avez posé la pierre, rien n'a poussé. Et puis, quand vous y amène, c'est que vous avez vu le dossier, il est bon. Il est bon. Vous souvenez-vous du dossier de Sapit Dakam, qui a commencé à mettre quelques forages sur la route de l'Est, et puis ils ont amené même le ministre de l'Onoka à aller poser une pierre en brousse pour une usine qui n'a jamais vu le jour. Bon, vous le savez. Jean-Jacques, c'est le problème des projets. Et puis, Jean-Jacques, même dans la culture camerounaise et africaine, depuis quand la pierre pousse? Pourquoi devrait-on poser la pierre? Pierre sur cette pierre, c'est la Bible. Non, mais Jean-Jacques, je vous prends un exemple. Quand on veut quelque chose qui va fleurir, est-ce que c'est la pierre qu'on pose? Ça, on est dans quelque chose de miraculeux, de dogmatique. Quand on veut que quelque chose pousse, on met la graine, on met une plante, elle germe, elle grandit et elle donne les fruits, les gens mangent. Mais au Cameroun, on pose véritablement la pierre. Et donc, moi, je voudrais dire que nous, les jeunes, ce que nous attendons, nous faisons confiance à notre père, le chef de l'État, mais nous voulons les hommes d'action. Nous ne voulons plus les grands discours. L'heure n'est plus à quelque chose où on espère... Est-ce que le jeune a plus à donner ou à recevoir? On en parle tout à l'heure, le temps d'accueillir le président Silas Soump, c'est le président du RPR. Bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques Nouzé de m'avoir invité. Le 17h, celui d'aujourd'hui ou de demain pourrait parler de la convocation ou de la prorogation des mandats des conseillers municipaux. Vous y voyez quoi? Pendant qu'il répond, on affiche déjà le thème. D'abord, je retiens que le président de la République est dans ses missions régaliennes, constitutionnelles. Je ne pourrais pas me prononcer sur ce qui engage le responsable principal, qui est le chef de l'État, qui est l'arbitre suprême. Donc tous, comme les Camerounais, nous attendons tout simplement la volonté du président de la République pour l'intérêt général, pour un Cameroun uni, prospère et indivisible. Donc ici, me prononcer pour 17 heures, c'est entrer dans l'agenda secret du président de la République, ce qui ne relève pas de la question est justement là. Pourquoi est-ce qu'un calendrier électoral doit appartenir à l'agenda secret du président de la République? Il répond aux aspirations des Camerounais. On lui a confié la responsabilité de mener à bien, le pays. Donc il est dans ses missions régaliennes. S'il ne convoque pas le corps électoral, ça ne vous dérange pas? Ça ne nous dérange pas. Est-ce que votre parti peut être prêt s'il convoque le corps électoral demain? Déjà, pour avoir participé aux élections présidentielles, nous sommes prêts pour l'élection municipale et législative. Vous avez participé? Bien sûr. Comme soutien au président Kabila. Non, mais écoutez, monsieur, pour avoir d'abord été déclaré... Non, écoutez, monsieur, nous nous sommes déclarés
Et puis nous avons apporté notre soutien de façon visible. Nous nous sommes déplacés pour aller à Maroua à nos propres frais. Nous avons fait des banderoles dans toute la cité à nos propres frais. Ça veut dire que nous sommes prêts à affronter n'importe quelle élection, que ce soit municipale ou législative. On retient que votre parti, lui, il est prêt. Si on convoque le corps électoral demain, vous êtes prêt à aligner, à présenter des candidatures? Déjà, les consultations sont terminées chez nous. Il faut le retenir. Alors, est-ce que ce n'est pas un problème, Anissé Noah, ce calendrier électoral qui semble appartenir au secret présidentiel? Justement, c'est un problème parce que lorsqu'on convoque les usages démocratiques, je crois que Paul Stéphane a planté le décor tout à l'heure, on devrait savoir qu'à un certain moment, le mandat des élus locaux et des députés de la nation devrait se terminer et après, après c'était... Enfin, à la limite de ce mandat-là, on devrait s'attendre que le président de la République convoque le corps électoral. C'est vrai que tout est encadré par notamment la Constitution, c'est-à-dire l'article 15 alinéa 4 et également la loi portant Code des collectivités territoriales décentralisées. Mais au-delà de tout, je crois qu'après, nous sortons d'une élection présidentielle et les usages démocratiques, les bonnes pratiques voudraient qu'après une élection présidentielle, que la carte politique soit redistribuée, la carte politique soit dessinée. Et cela va dans le sens où, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, on devrait avoir de nouveaux visages. Dans les collectivités territoriales décentralisées, on devrait avoir de nouveaux visages. Le mandat des députés et des maires a été prorogé en 2024 et les raisons qui ont été données étaient que nous avions 4 élections la même année. Cela ne permettait pas au budget ou alors cela n'était pas soutenable sur le plan budgétaire. Donc il fallait, c'est-à-dire envoyer 2 élections en 2026. Et je crois qu'il est donc temps que le président de la République tienne parole. C'est vrai qu'il ne l'a pas dit de manière explicite, mais il est temps que la carte politique du Cameroun soit redessinée, que les nouveaux visages arrivent à l'Assemblée nationale, parce que nous sortons d'une élection, comme je le disais tantôt, où on a eu un deuxième à cette élection-là, un troisième, etc. Est-ce qu'on va nous rester sur, c'est-à-dire les nouvelles, les anciennes marques où on avait, et c'est pas moi, quelques députés à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale était colorée par le RDPC. C'est vrai que c'est de bon augure que le parti au pouvoir essaye de garder le pouvoir, permettez-moi la tautologie, mais au-delà de cela, il faut aussi ouvrir une brèche de telle manière qu'on sente que nous sommes dans une démocratie. On a fait une prorogation, je crois qu'il est temps qu'on arrive à une convocation du corps électoral et que les uns et les autres aillent à la bataille. Maintenant, quitte à ce que le parti au pouvoir conserve la majorité, que ce soit au niveau des collectivités territoriales décentralisées ou même au niveau de l'Assemblée nationale, mais je crois qu'il est temps que le corps électoral soit convoqué pour qu'on aille aux élections. Il faut que nous restons attentifs puisqu'on est encore dans le 17h qui est en train de se passer en ce moment. Il peut arriver que le fameux décret soit convoquant ou alors prorogeant le mandat des conseillers municipaux et autres arrive. On reste attentif. Mais est-ce que ce n'est pas embarrassant, Paul Stéphane, pour les candidats, notamment ceux de l'opposition, que le calendrier soit un peu à tâtons? C'est même très embarrassant et ça renforce ce que j'ai toujours dit. On est dans un système monocratique où tout dans un pays se résume à la volonté du chef de l'État. C'est quand même aberrant. Parce que même pour la convocation du corps électoral, on n'est pas sûr, on ne sait pas, on tâtonne. En réalité, ce n'est pas sérieux. Et je ne sais même pas si les gens se rendent compte de l'iniquité politique qui s'est produite par rapport à l'élection des sénateurs. Les sénateurs au Cameroun ont été élus par des conseillers municipaux en réalité qui n'avaient plus de légitimité parce qu'ils bénéficiaient d'un mandat prorogé. Ça, il faut le dire. Conseillers régionaux. C'est d'eux que je parle. Conseillers régionaux et sénateurs, ils ont été élus par des conseillers municipaux en réalité qui n'avaient plus de légitimité. Ça pose quand même un problème. Est-ce que l'acte du président prorogeant ne leur donne pas cette légitimité-là? J'ai envie de vous dire que l'acte du président est légal. Parce que c'est la loi qui lui permet de le faire. Mais sur le plan politique, en réalité, c'est unique. Ça relève simplement d'un calcul politique qui voudrait
qu'on se rassure d'abord, qu'on puisse contrôler une chambre parlementaire parce qu'on ne sait jamais. Parce que les élections présidentielles nous ont démontré qu'il est possible, si l'opposition se met ensemble et qu'elle est sérieuse, que cette opposition-là puisse faire ce qu'on a vu en 92. Donc je veux simplement dire qu'il est grand temps qu'on sorte justement de ces habitudes où on devrait toujours tendre nos oreilles vers Itoudi. Il faudrait qu'on ait un calendrier électoral justement fixe, stable, qui permet à tout le monde de se projeter parce qu'on a justement l'impression que, et je sors par là, le calendrier électoral est manipulé en fonction du RDPC. Ça veut dire, quand le RDPC est prêt, on convoque le corps électoral. Quand il n'est pas prêt, on proroge. Parce que quand vous faites... C'est une impression. C'est une impression, j'ai parlé d'impression. Parce que quand vous faites une analyse, vous allez vous rendre compte que au sorti des élections présidentielles, le RDPC même n'était pas prêt. C'est pour ça qu'ils sont en train de gagner en temps. Ils veulent régler certains quiproquos en interne avant de convoquer le corps électoral. Ce que je dis, c'est démontrer lors des élections régionales. Vous avez vu que les plis fermés ne sont pas passés dans certains endroits. Ça veut dire qu'avec la situation interne du RDPC, s'ils allaient aux élections locales, c'est-à-dire législatives et municipales, il est fort probable que ces derniers essuient des défaites dans des bastions ou alors dans des secteurs qui sont considérés comme des bastions pour le RDPC. Donc il faudrait qu'on sorte justement de ces habitudes et qu'on donne justement la possibilité à chacun de pouvoir avoir une lisibilité et même une prévisibilité en ce qui concerne le calendrier électoral. Raymond Chazok, vous êtes président d'un parti politique d'opposition. Est-ce que ce n'est pas embarrassant? Est-ce que ça ne perturbe pas la préparation dans la sérénité des partis de l'opposition? Nous sommes vraiment embarrassés, puisque il y a de cela pratiquement un an, nous étions prêts. Présentement, nous sommes prêts. Mais l'avantage que nous avons, je le dis toujours, c'est qu'on ne se heurte pas à ce qui va nous dépasser, notamment la convocation au nom du corps électoral. Je suis persuadé, et ça je vous le dis aujourd'hui, que le décret qui sortira demain sera un décret pour proroger le mandat des conseillers municipaux et des députés. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que le corps électoral pourrait être convoqué pour le 10 mai 2026. Il y a une date qui commence à être avancée. J'ai dit demain. Oui. Et le décret qui sortira sera la prorogation des mandats. Pourquoi? Et je le sais. Pourquoi vous le dites avec tant de conviction, de façon péremptoire? Vous savez, je suis un homme politique peut-être d'un petit niveau, mais j'ai souvent mes analyses personnelles également. Oui. Vous savez qu'en mars, au mois de mars, il y aura la rentrée parlementaire. Le 10 mars. Cavaillé a déjà convoqué, il a dit le 10 mars. Nous allons nous retrouver. Et le RDPC, conscient de sa situation sur le terrain, pense qu'il y aura une nouvelle configuration à l'Assemblée nationale. Il faut d'abord proroger pour que leur majorité y reste. Et que tout ce qu'ils vont envisager faire passe. Les nouveaux députés viendront trouver que le bébé s'est déjà brûlé, comme on dit en Maca. Fort de cela, je suis convaincu que demain, il n'y aura rien, sauf la prorogation. Et je crois que je serai encore là dans la ville. Il faut être là, parce que si ce n'est pas le cas, on se retrouve ici. Et même si c'est le cas, appelez-moi. D'accord. Appelez-moi. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous savez que en Macron, on dit que le village est un guérisseur. Vous savez que quand vous êtes dans un village et que de manière récurrente, il y a des choses qu'on dit, de manière permanente, ne négligez pas tout ce qu'on dit au premier degré. Parce que tout le monde sait qu'on attend le poste de vice-président. Est-ce que le président de la République est serein par rapport aux nouveaux députés? Faut-il courir le risque d'engager un dossier aussi sensible avec... Sans avoir la garantie d'une bonne majorité, sans avoir majorité alignée. La majorité d'une majorité alignée. C'est autant de questions que l'homme politique se pose. Parce qu'il peut y avoir des majorités dangereuses si elles s'inspirent de ce qui s'est passé au Conseil régional du Sud ou de l'Est. C'est donc fort de tout ce que je viens de dire que je suis personnellement convaincu de ce que demain, on va encore attendre pendant 3 mois
parce que c'est ce que la loi prévoit. 90 jours, 3 mois. 90 jours. Et ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on prétend que nous sommes dans une république démocratique, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Vous pouvez pas traiter les autres partis politiques de petits partis politiques, mais qu'à tout moment, vous trouvez des petites astuces pour fragiliser, pour désorganiser, pour fatiguer ceux-là qui sont sur le terrain, qui attendent une seule chose, aller aux élections. Parce qu'il y a des pièces mais qui peuvent arriver à expiration. Si vous avez votre ACF maintenant, vous êtes déjà battu pour l'avoir et que l'élection n'est pas, le corps électoral n'est pas convoqué dans les délais, là, ça va être compliqué, il faudra reprendre, recommencer cette opération. Votre situation peut changer. Vous savez que, bon, non, personnellement, je serai encore là demain. D'accord. Je sais personnellement qu'il n'y aura pas élection au mois de mai. Nous allons nous retrouver forcément au mois d'août parce que le RDPC n'est pas prêt. Mohamed Ali, on semble accuser le RDPC que ceci est à votre avantage et ne pourrait être que le résultat de quelques calculs qui servent les intérêts du RDPC et du président national. Jean-Jacques Zé, moi je pense que c'est plutôt le contraire. Les partis d'opposition devraient être plus concentrés sur leurs propres problèmes. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Si on convoque le corps électoral aujourd'hui, je peux vous dire que sur 360 communes, le RDPC ira seul sur au moins 750. Vous pensez qu'un parti comme le RDPC peut se plaindre de cet avantage? Le parti de mon père, Chiazo, que j'aime beaucoup d'ailleurs, sera dans quelques 3 ou 4 communes. Le reste à l'est, par exemple, si on prend il sera à Lommier. À Lommier, oui, il aime bien. On sait bien qu'il aime Lommier, il aime Ango, ça c'est autre. Mais au-delà de ça, le RDPC reste taille patron. Maintenant, moi, je pense également que... Alors, on va mettre le nom de Mohamed Ali. C'est pas Mohamed Ali, on l'a dans les archives là-bas. Voilà. Mohamed Ali, allons-y. Aujourd'hui, au sein du RDPC, nous sommes sereins. Le président de la République va convoquer le corps électoral dans quelques jours. Et vous recommencez avec votre affaire de quelques jours. C'est la célèbre phrase. Dans quelques jours, c'est lui le maître du temps. Mais là, il n'est pas bien du temps. Il est encadré par la loi. Oui, mais la loi lui permet de proroger. Pourquoi, par exemple, au regard du contexte? Parce qu'aujourd'hui, le président Chiazok, lui, voit qu'il doit aller à l'élection présidentielle, aux élections législatives et municipales. Mais Jean-Jacques Zé, on vient de sortir d'une élection présidentielle très tumultueuse, avec une crise post-électorale, où il faut quand même, moi je pense qu'un bon père de famille, si le président de la République décidait de proroger, ce serait pour que les enfants... Ce serait la bonne posture pour vous. Ce serait la bonne option. Pas pour le RDPC, mais pour tous les Camerounais, pour qu'on puisse au moins s'apaiser. Parce qu'au Cameroun, les élections suscitent beaucoup d'émotions. Et pour les partis d'opposition, je l'aurais dit encore, Jean-Jacques, si vous prenez le PCRN, ils seront dans une partie du pays. Si vous prenez l'UDC, ils seront dans une partie du pays. Ce temps qui se rallonge... Des petits bouts de partie du pays. Voilà, pas suffisamment représentatif. À leur avantage, parce que le RDPC, c'est 360 sections sur le territoire. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? C'est 180, pratiquement 160 députés. Même les sortants iront battre campagne. Les sénateurs, les directeurs généraux, les états généraux. Les élites. Non, mais je parle de nos militants. C'est-à-dire, ce sont des militants de choix et de poids. C'est-à-dire, donc quand moi j'observe tout cela, je pense que le chef de l'État, la seule raison que nous on peut évoquer pour que le chef de l'État prolonge le mandat des conseils municipaux, c'est que la crise post-électorale a fait beaucoup de dégâts émotionnels, Jean-Jacques. Moi, je viens... Et aussi les aspects économiques qui ont été évoqués par moi, je viens de Mandjou. Peut-être qu'il n'y a pas l'argent. Moi, je viens de Mandjou, dans la région de l'Est. Pour ceux qui ont vu les images, on a brûlé les CAM, on a brûlé la mairie. C'est pour vous dire que quelque part, le émotionnellement, émotionnellement, nous ne serions pas prêts à encore aller battre campagne parce que tout le monde a été terrifié, tout le monde a vécu quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc le chef de l'État, au regard de cet environnement et de ce remaniement ministériel qui est annoncé, moi je pense que l'urgence c'est de changer même le messager. Il y a une élite que j'aime beaucoup dans la région de l'Est qui parle du message et du messager. Aujourd'hui, là où nous n'avons pas eu par exemple beaucoup de voix, il faut changer les messagers.
pas jeter les camarades qui sont allés se battre, parce que l'opposition aussi a fait un bon travail. Donc, quelque part, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui plaident. Alors, le contexte n'est donc pas favorable à la tenue immédiate, là, si on des vous dit élections que, au mois de mai, par si exemple. on vous dit que Jean-Jacques Zé, l'antenne et les Camden arrondissement a été brûlée, et que pour le moment, on est en train de lancer le budget, à quel moment on a pu reconstruire cette infrastructure? Et Ben on les loge ailleurs, non? On les loge ailleurs. Oui, mais il faut quand même un minimum de confort, parce que si on les loge ailleurs, par exemple, si moi, je suis élite à Mandjou, j'offre ma résidence, Chiazok viendra sur Info TV dire qu'une élite a pris les Camille a mis dans sa maison. Donc, quelque part, quand même, il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte, mais l'essentiel à retenir, c'est que le chef de l'État, au regard de l'environnement et des textes actuels, a la possibilité de proroger. Ce n'est pas illégal. Et chez nous, au RDPC, nous restons très sérieux. Il y a donc là quelques arguments que Mohamed Ali a évoqués qui militent davantage pour une prorogation du mandat des conseillers municipaux et autres. Raymond Chiazok insiste sur le calendrier qui devrait être respecté, qui permet aux autres de mieux s'organiser. Paul Stéphane semble lire cette situation comme étant l'avantage du parti au pouvoir. Visiblement, c'est l'avantage du parti au pouvoir. Et quelque chose a été dit sur ce plateau qu'il faut tout de suite rectifier. Le chef de l'État est maître du temps. Non, le chef de l'État n'est pas maître du temps dans une circonstance pareille. Je crois que la convocation du corps électoral est encadrée par des textes. Tout comme c'est un texte qui donne la possibilité de proroger. Voilà, j'allais jusqu'au bout. Mohamed Ali a parlé tout à l'heure de nous sortons d'une élection tumultueuse. Effectivement, nous sortons d'une élection tumultueuse et je crois que c'est l'occasion de convoquer le corps électoral pour essayer de décrisper l'atmosphère politique. Parce que avec l'entrée en matière, avec l'entrée en scène de certains partis politiques, je crois que les uns et les autres, les ardeurs seront refroidis de telle manière que les uns et les autres prennent en main. Nous sommes à l'aide de la décentralisation, que les uns et les autres prennent en main le pouvoir et qu'ils servent les populations. Lorsque est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de plaies encore ouvertes aux sorties de la présidentielle? C'est ce que Mohamed Ali est en train de vouloir dire. Il y a encore beaucoup de plaies béantes. Vous pensez qu'en laissant les choses telles quelles, les plaies seront guéries? Non, je crois que non. Je crois qu'il faut adresser des solutions aux problèmes qui se posent de manière ponctuelle. On a peut-être brûlé certaines antennes de l'ECAM, mais nous sortons d'une élection présidentielle. L'élection s'est tenue en octobre. Nous sommes là en février. Et même si ces antennes-là ne sont pas reconstruites aujourd'hui, je crois qu'il est normal que lorsqu'on convoque le corps électoral, qu'on trouve, je ne sais pas moi, il y a des services publics qui peuvent appliquer ces antennes-là et permettre à ce que l'élection se tienne. Encore plus que le matériel électoral ne part pas de ces antennes-là. Le matériel électoral part de Yaoundé pour ces antennes-là. Donc je crois que la tenue d'une élection présidentielle n'est pas conditionnée par le fait qu'une antenne n'existe pas. La tenue d'une élection présidentielle, d'une élection locale, est conditionné par le fait qu'on trouve de la ressource humaine. Parce que l'ECAM, vous le savez tous, lorsqu'il faut aller à une élection, l'ECAM est obligé de recruter. En tout cas, le fichier n'a pas été brûlé. Voilà, le fichier n'a pas été brûlé. Il est dans les machines. Il est dans les machines. Ceux qui ne sont pas inscrits ne le sont pas. Voilà. Mais moi, je suis peut-être d'accord avec le président Chiazok lorsqu'il parlait tout à l'heure de certains signes qui montrent que le corps électoral ne peut pas être convoqué tout de suite. Parce que, vous savez, c'est vrai qu'il est dit dans la Constitution qu'en cas de crise grave, et je crois qu'il n'y a pas eu de crise grave, le président de la République devrait consulter le président du Conseil économique et les présidents des bureaux d'Assemblée nationale. Lui-même qui est décédé. Voilà. Et le président de l'Assemblée nationale... pour le moment. Enfin, et ce n'est qu'au terme de ces consultations-là que le président de la République peut donc décider de proroger le mandat des députés. Mais sauf que tout se passe comme si, enfin, les choses ne vont pas changer d'ici à là, parce que vous savez que la rentrée parlementaire a été déjà programmée le 10 mars. Donc, tout se passe comme si le mandat des députés va continuer à se faire et comme si le mandat des maires va également continuer à se dérouler. Donc, je ne crois pas qu'on est parti pour convoquer le corps électoral tout de suite, même si il faut que cela se fasse pour essayer de décrisper l'atmosphère politique après une élection tumultueuse comme celle qu'on a vécue tout récemment. Monsieur le Président,
on relève quand même un certain embarras pour les partis politiques d'opposition. Ne pas avoir une date précise peut perturber la préparation. Oui, déjà, quand on est républicain, nous devons respecter, nous parlons tous ici des lois, des textes, et nous savons tous le rôle du président de la République sur ces lois et textes-là. Nous disons encore une fois de plus qu'il est l'arbitre suprême. J'ai entendu certains dire qu'il n'est pas le maître des temps. En même temps, la loi fait de lui le maître des temps. Mais l'arbitre habite avec les textes, les règles. Bien sûr, c'est pour ça que je dis, certains parmi nous disent qu'il n'est pas le maître des temps. En même temps, la loi fait de lui le maître des temps sur certains contextes. Bien, il faut noter que la convocation de corps électoral ici n'émane pas du président de la République. D'abord, il y a la volonté politique des hommes politiques. Parce qu'il y a eu des consultations au Palais de l'Unité. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Qu'est-ce qui ressort de cette consultation? Il faut que les gens tiennent compte. Les consultations d'avant la présidentielle, là... Bien sûr, rien n'est caché. Il y a impacté quelque chose quelque part. Rien n'est caché. Je pense que le Cameroun a une démocratie ouverte et que tout le monde apprécie. D'abord, le monde entier salue cette démocratie qui est implémentée par le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. La convocation de corps électoral ici, moi je dirais tout simplement. Vous n'êtes plus l'opposition, hein, vous... Non, c'est l'opposition républicaine. C'est l'opposition républicaine. D'abord, je respecte. Le républicain ne veut pas dire soutenir Paul Biya. Je ne le soutiens pas. Dites que c'est l'opposition qui soutient Paul Biya. C'est pas l'opposition qui soutient Paul Biya. Le président de la République est le président du pour, de contre, de croyants et de non-croyants. Ah, c'est le Dieu. Non, je pense pas qu'il est. Je ne parle pas ici du RDPC, je parle du président de la République, qui est le président du pour, du contre, de croyants et de non-croyants, de ceux qui l'ont voté ou pas. Ça veut dire qu'il est le président de tout le monde. Donc, lorsqu'il s'agit du président de la République, nous devons nous référer aux textes qui font de lui le maître de temps. Oui. Convoquer le corps électoral ici, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons. Vous savez, cette crise électorale qui a rendu les gens fous de peur. Et la peur est une souffrance. Quand on a peur, on n'a pas de rêve. Pour le moment, les Camerounais traversent une période de peur où le rêve n'existe pas. Il faudrait que le président de la République procède aux consultations avant de convoquer le corps électoral. Ce qui n'est pas d'abord été fait. Là, ce n'est pas prévu dans le calendrier. Non, ce n'est pas prévu dans le calendrier, mais c'est le chef de l'État. Il est l'arbitre suprême. Vous comprenez? Il va aller voir les juges de touche. Est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Le juge de touche, c'est M. Assozok et moi. Est-ce qu'il a plu ou pas? Qui sommes les hommes politiques. Donc, ne nous précipitons pas. Le Cameroun sort d'une crise électorale qui a ébranlé l'économie de notre pays. Il y a eu des cases un peu de partout. Il faudrait que cette économie-là se relance avant d'engager des dépenses. Vous savez qu'organiser une élection... pour relancer l'économie, ça ne va pas être 3 mois. Non, là, vous êtes en train de nous envoyer à... Oui, mais tout est possible. En 3 mois. Tout est possible. Pour organiser une élection, vous savez que ça émane des mobilisations de fonds. Il faut mobiliser les fonds. Vous le savez, vous et moi. Donc, ce n'est pas le jour au lendemain, après avoir vécu tout ce que nous vivons. Pour cela, Soumo peut encore attendre. Non, on peut attendre. Pour l'intérêt de la République. Oui. Bonsoir sur le plateau à vous tous. D'abord, bon début de semaine. Sans vous mentir, les partis politiques qui n'ont pas de représentativité à l'échelle nationale sont prêts pour affronter l'élection à venir. Pour ceux qui ont des représentativités à l'échelle nationale, ne sont pas encore prêts, car au sein du parti au pouvoir, il faudrait d'abord tous statuer sur le choix des candidats, sinon ils se retrouveront dans une mascarade incertaine au sein du parti au pouvoir. Pire encore, le PCRN et l'UPC BFA, depuis l'Union Ekele, qui envoie cette contribution. Bonsoir, Monsieur Zé. À quoi nous servent ces élections? Non, à distraire la population, point d'interrogation. Vous pouvez nous faire le bilan des députés des 5 dernières années. Ce sera de l'argent gaspillé. La chose dont le Cameroun a besoin, c'est la réforme de la Constitution pour créer la séparation réelle des pouvoirs, seul gage de la bonne marche du pays. Merci. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Les partis d'opposition trouvent toujours une explication à chaque situation qui se présente. Ils s'arrangent à se faire une victime, disent tous. J'ai 10 ans de terrain. Comment la prorogation des mandats peut-elle les surprendre au point de pleurnicher? Par ailleurs, on n'arrive pas aux affaires pour remettre à l'adversaire le lendemain. Qu'il arrête les pleurs, seul le travail paye. C'est dur
qui envoie ce message et s'adresse à vous, Tiazok et les autres leaders de l'opposition. Bonsoir Jean-Jacques, le président de la République doit obligatoirement convoquer l'acte 2 du grand dialogue national. Nous avons vu ce que l'élection présidentielle a laissé comme séquelle. Bonne soirée de Ngoulou Vundi Vincent Adouala, qui va peut-être nous rappeler ce que disait l'acte 2 du grand dialogue national, hein, pour qu'on soit tous au même niveau de partage d'informations. Bonsoir, valeureux panéliste de ce soir et particulièrement son modérateur emblématique Jean-Jacques, merci beaucoup. Le report des municipales et des législatives semble acté parce que seul le président de la République détient le calendrier officiel, ce qui ne sied qu'aux pays dictatoriaux. Et le Cameroun en fait malheureusement partie. C'est Gabriel Michel Chougem, enseignant, syndicaliste, leader d'opinion du côté d'un Kozoa à Yaoundé, qui envoie sa contribution également ce soir. On dit on prend d'abord ce message, il y a quelques démocraties. Il y a quelle démocratie au Cameroun? Bonsoir à vous. Démocratie battre sur des plans en faveur du RDPC. M. Mohamed Ali a bien dit que ses camarades qui ont échoué ne peuvent pas aller battre campagne dans leurs différentes localités. C'est ce que Mohamed a dit. Peut-être qu'il faut que les messagers n'ont pas transmis le message ou alors ils ont obstrué le message qui n'a pas été bien reçu de ce côté-là. On dit que l'opposition pleurniche un peu. Est-ce que l'opposition, de manière claire, peut être prête si on va aux élections en mai? Certains partis de l'opposition sont prêts. Je pourrais prendre le cas ici. C'est vrai que je ne suis pas un adulateur du PCRN, mais quand vous voyez sa posture, il semble être prêt. Parce qu'il passe même le temps à vous rappeler que d'ici quelques jours, d'ici quelques heures, soit le président va convoquer le corps électoral, soit il va proroger. Et depuis la fin des élections présidentielles, il a dit qu'il faudrait justement se préparer aux élections locales. Et contrairement à ce que les gens pensent, pour changer la Constitution, même comme un téléspectateur a dit, on change la Constitution à l'Assemblée nationale. Oui. Parce que dans une démocratie représentative, on prend les décisions au sein des institutions. C'est pour démontrer l'importance même de ces élections. Parce que pour justement produire des lois qui vont nous permettre d'avoir une véritable séparation des pouvoirs, nous permettre justement d'avoir une lisibilité sur le calendrier électoral, il faut avoir des députés qui sont capables justement de le faire. Parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que la Constitution nous dit que autant le gouvernement peut proposer une loi, autant les députés peuvent faire des lois. Donc vous comprenez toute l'importance. Mais maintenant, la question qu'il faudrait qu'on se pose ici est celle de savoir, est-ce que les Camerounais eux-mêmes, parce que le problème du Cameroun, c'est d'abord le Camerounais. Est-ce que les Camerounais eux-mêmes sont prêts aujourd'hui à faire qu'on n'ait plus une Assemblée nationale obèse? Parce que tout dépend de l'électeur. Et je sors en disant que ce ne sont pas tous les partis politiques qui ne s'appellent pas RDPC, qui ne sont pas des partis d'opposition. Parce qu'il y a les partis au pouvoir. Quand vous soutenez un parti au pouvoir, vous n'êtes pas un parti d'opposition. Il faut faire très attention. Ça, on est là en sciences politiques. Vous avez dit que le PRP n'est pas un parti d'opposition. Il est un soutien, il fait partie de ce qu'on appelle la majorité. Donc, j'ai envie de dire quoi? Ce n'est pas sérieux de dire que c'est un parti d'opposition. Pourquoi? Parce qu'il accompagne le parti qui est au pouvoir, il rentre dans ce qu'on appelle une partitocratie, parce qu'il soutient. Quand vous soutenez quelqu'un, ça veut dire que même sa vision, vous acquiescez sa vision. Ça veut dire que vous ne vous opposez pas à sa vision. Alors vous ne pouvez plus être considéré comme un parti d'opposition. Donc c'est la précision qu'il fallait apporter ici, en disant que il existe plusieurs partis au pouvoir. Par exemple, le PADEC n'est pas un parti d'opposition, ou n'est plus un parti d'opposition. À un moment, le FSNC n'était plus un parti d'opposition. Donc, c'est la précision qu'il faut apporter ici, exactement, pour dire qu'il faut savoir distinguer les partis d'opposition et les partis au pouvoir, parce que le RDPC est le parti qui est au pouvoir, mais il a ses alliés qui ne sont plus en réalité des opposants. Bonsoir, monsieur Zé. À quoi nous servent ces élections, sinon à distraire la population? Vous pouvez nous faire le bilan des députés des 5 dernières années. Ils auront l'occasion de faire le bilan. Il faut quand même que les députés fassent le bilan. Raymond Chazok, on est sur le terrain, vous êtes sur le terrain. On ne parle que de calendrier, de date, mais on ne sait pas à quel moment ces députés pourront être face aux populations pour quand même faire le bilan de 5, 6, 7 ans qui sont en train de passer là-bas. Peut-être les députés investis par d'autres partis politiques, pas ceux du RDPC.
Ils ne font pas le bilan? Ils ne pourront jamais faire le bilan. Vous savez qu'au RDP, ce sont des cooptations. Tout se décide au comité central. C'est un cousin, c'est un beau-frère, c'est une belle-sœur. Ils partent de Yaoundé avec la liste des candidats à l'élection, aux élections législatives. Cela devient député. Et ces députés se soumettent plus à leurs fabricants ou bien à leurs parents, comme ils aiment appeler. Et c'est pour cette raison que le peuple ne se retrouve pas dans ce genre d'élu du peuple. Je voudrais rapidement dire que mon petit frère Mohamed Ali vous a dit que certains messagers ont trahi leur parti parce que ce n'est pas le message qui a été refusé, mais sûrement ceux qui ont porté ce message. C'est pour cette raison que l'élection sera une fois de plus prorogée demain. Parce que les Camerounais sont déterminés à découdre avec le RDPC. Il y a cette rage, il y a cette fougue. Et tout ce que nous avons... Elle se mesure comment cette rage? On n'a pas beaucoup vu les Camerounais se ruer vers les postes d'inscription sur liste électorale. Elle se mesure sur le nombre de contestations après les résultats de l'élection présidentielle. Lui-même vous a dit qu'il est de Mandjou, dans la région de l'Est. Cela n'est jamais arrivé à l'Est. Ce n'est jamais arrivé. Alors le RDPC sait donc que l'élection municipale, par exemple, elle est mieux contrôlée que l'élection présidentielle. Oui. Parce que dans chaque quartier, il y a un candidat de l'opposition. Dans chaque village, il y a un candidat de l'opposition qui devient immédiatement le mandataire dans son propre village. Il connaît des personnes décédées, des personnes absentes et ne peut pas accepter les pots de vin. Parce que lui-même va être conseiller municipal. Le président de la République, président national du RDPC, je le dis encore de manière péremptoire, va proroger demain pour que cette fougue se tasse un peu. On dit que si le RDPC va à cette élection dans ces conditions, le résultat pourrait être... Non, j'ai dit, il faut laisser cette affaire que le RDPC est présent dans les 360 arrondissements, c'est vrai. Mais M. Jean Yagzé, vous savez, nous faisons le terrain. Nous savons ce qui s'est passé. On ne revient pas sur ça. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais attendent cette élection pour régler le problème qu'ils n'ont pas réussi à régler lors de l'élection présidentielle. Et ça, le président Paul Biya le sait. Dans une dictature comme le Cameroun, quand un président gagne avec 53%, c'est qu'il a eu moins de 35%. On sait ce qui se passe dans les villages. Donc, n'allons pas dans ce sujet. Si le président nous suit, qui convoque le corps électoral demain, c'est risqué. C'est risqué pour le RDPC, c'est connu de tous. Moi, je fais des lectures politiques. Je ne reviens pas sur le cadre juridique. Parce que la loi permet qui proroge encore de 3 mois. Pourquoi revenir là? Maintenant, sur le terrain. Et je suis surpris que les gens évoquent le volet financier. La première prorogation avait pour motif les finances. On a dit dans le budget de 2026, nous mettons des moyens pour cette élection. Pourquoi en janvier 2023, on doit encore parler des finances? Il n'y a plus de raison, aucune raison aujourd'hui, en dehors des raisons que j'évoque. Le risque de voir le RDPC perdre ses majorités. Ne peuvent plus convaincre les Camerounais. Si les partis politiques de l'opposition ne sont pas prêts, mais ça favorise le parti au pouvoir. Quand on est aux élections, on va donc voir qui est prêt, qui n'est pas prêt. D'accord. Salut Jean-Jacques, le monsieur en violet là, il sort d'où? Violet ou bleu? Était-il à la présidentielle? C'est véritablement les sous-marins du RDPC dont on parle tous les jours. En fait, ce sont les partis créés pour distraire la vraie opposition. C'est Minkoulou depuis Oza, là, on s'adresse à M. Soum. Merci. Le panel, le monsieur en lunettes se croit dans une église de réveil. C'est quoi ça? Nous disons être dans un état de droit et ce monsieur vient parler du président comme si c'était Dieu. Il est sérieux, point d'interrogation. Vous dites de lui qu'il est légaliste. Il ne l'est pas, il ne l'a jamais été. Il n'y a qu'à regarder comment il gère notre pays. On va citer quoi et laisser quoi si on commence à parler. Monsieur Biya n'est pas au-dessus de la loi, ça on est d'accord, vous l'avez dit. La loi dit qu'il y a prorogation en cas de crise grave. Y a-t-il eu crise grave en 2025? Y en a-t-il eu en 2026?
Monsieur, nous sommes en 2026. Arrêtez de prendre les gens. Non, vous êtes suivis à Mondovision. Ne faites pas passer les Camerounais pour des bouffons et des ignorants. Samuel depuis Yaoundé qui est en colère. Samuel, il faut baisser. Ça va aller. Hein. Justifier le renvoi de l'élection municipale et en affirmant que l'économie aurait été détruite par des cases brûlées ou des soulèvements populaires après la présidentielle est une analyse économiquement infondée. Ces destructions condamnables sont ponctuelles et marginales à l'échelle nationale. En revanche, le pillage systématique des ressources publiques par certains ministres et directeurs est structurel, massif et durablement destructeur pour l'économie, les collectivités et les services sociaux. Faire porter la responsabilité de la crise économique aux populations tout en éludant la question de la gouvernance et de la corruption relève d'une fausse justification du report des municipales qui sont au contraire un levier de relance locale et de responsabilité publique. Merci pour l'espace de débat, cordialement. Merci à vous également de contribuer au débat avec vos propres mots. Bonsoir ou prolongé ou pas, le RDPC ne s'en sortira pas. Car ce sera le deuxième référendum. Le premier, c'était quoi, la présidentielle? Et quel était le résultat de cette présidentielle, de ce référendum? Le premier, bonsoir Jean-Jacques. Tout porte à croire que soit le président va convoquer le corps électoral, soit il va le prolonger. Dans tous les cas, c'est les deux options. Il n'y a pas une troisième. Il serait mieux pour lui de convoquer le corps électoral. Prolonger serait suicidaire et conforterait l'illégitimité des députés et des conseillers municipaux. Je crois que notre pays mérite une meilleure image et un souffle nouveau. La légalité et la légitimité devraient faire corps en l'espèce. Maître Eyouk, merci beaucoup Paul-Roger Eyouk, avocat au barreau du Cameroun pour cette contribution. Bonsoir le plateau. Le faux Augustin Frédéric Kodok, je cite, en politique, il faut savoir s'accrocher à tout, même à un serpent. Les deux jeunes en boubou joue bien cette partition. Monsieur Toto, on te salue. Il est planteur du côté d'Akono, après avoir subi une bonne bastonnade de la pluie à côté des troncs et des palmiers. Mettez-vous au chaud, monsieur Toto. Mais comme il y avait déjà un peu de vent pendant le vent, la pluie, parfois ça glisse tellement. Vous vous rendez même pas compte, on salue les populations d'Akono. Bonsoir, ainsi qu'à tes invités, Jean-Jacques. Vraiment, soyons sérieux. Le monsieur en bleu, vraiment, quand on n'a rien à dire au Cameroun, vraiment, le mieux est de se taire. Daniel de Douala, le grand dialogue national s'est tenu, je pense, en 2019. Et les problèmes qui devraient être résolus comme la décentralisation restent pendants. Il faut absolument boucler le processus d'implémentation de la décentralisation. Merci, Monsieur Ngoulou, de venir compléter l'acte 2 de ce grand dialogue national qui parlait de décentralisation. Bon thème d'actualité. Si les soutiens du R et le R disent que le report doit être fait car on sort d'une crise de post-électorale, super bon. Qu'a-t-on fait pour apaiser l'atmosphère? Point d'interrogation. Ne serait-ce pas de la récupération avec liberté tous les incarcérés? Avons-nous libéré tous les incarcérés? Sont-ils bien nourris? Qui a tenu un discours public à ce propos et le regretter avec un discours apaisant? Faut respecter et considérer les consciences et le mental des Camerounais. Bonne réflexion à tous. Rodolphe depuis Douala qui suit également ce programme Le Plateau. Bonsoir, le monsieur en violet et lunettes pense que nous sommes encore en 82. Le RDPC était frais. C'est la fin des temps. Il n'aura pas un poste ministériel. Ah bon, il attendait un poste, M. Somsilas, qu'il arrête de magnifier le président. C'est JP Niam Angousso qui dit qu'il voit vos calculs l'avenir. C'est le poste ministériel, peut-être. Très bonne émission avec des panélistes très pertinents. Les élections législatives et municipales sont totalement différentes avec les élections présidentielles. Ici, c'est une élection entre frères et entre familles. Le discours de la détestation du RDPC ne fonctionne pas. Dans nos villages, nous aurons toujours les conseillers du RDPC parce que le choix des conseillers dans les localités, ces choix se font souvent de façon inaperçue. C'est Mistral Wesley Angousso depuis Yaoundé. Peut-être qu'on vous a mal compris, Silassoum. C'est ça qu'on appelle la démocratie, M. Jean-Jacques. Qu'on vous comprenne mal? Non, que les Camerounais aient un avis à donner en ce qui concerne l'organisation du territoire national. D'abord, ils disent que vous n'êtes pas de l'opposition. Non, non, écoutez, monsieur, qu'on soit de l'opposition ou pas, nous sommes Camerounais. Notre destin, c'est le Cameroun. Oui. Mon histoire, c'est le Cameroun. L'amour de ma vie, c'est le Cameroun. Et je pense que si nous sommes tous ici présents, nous devons saluer l'homme
qui a impulsé et implémenté cette démocratie visible et cette liberté d'expression. Ceux qui parlent de 82, en 79, je ne pense pas qu'il y avait la liberté d'expression. En 71, je ne pense pas que les gens se mettaient ensemble et parlaient du président de la République comme s'ils parlaient d'un Camerounais ordinaire. Déjà, il faut saluer que le président a permis aux Camerounais de s'exprimer et que chacun donne son avis. D'abord, le multipartisme, c'est un exemple concret et une preuve de vérité qu'il y a la démocratie au Cameroun. Et maintenant, pour tes compatriotes qui pensent qu'il y a des calculs autres que l'amour de ma vie, c'est-à-dire le Cameroun, moi, je leur dirais tout simplement que nous sommes dans un État libre où chacun peut donner son avis, ses impressions, mais sans toutefois toucher à la personnalité de qui que ce soit. Quant à mon compatriote qui dit qu'il y a des calculs de postes ministériels, non. Moi, j'ai toujours été au service de la République. J'ai toujours respecté les institutions. Si on vous donne, vous prenez, non? Non, mais écoutez, monsieur, d'accord, je n'entre pas dans l'agenda secret du président de la République. Mais si vous donne, vous prenez. Je respecte. Il n'y a pas de honte à cela. Non, mais il n'y a pas de honte à cela, mais j'ai toujours été au service de la République. J'ai toujours respecté les institutions de la République. Ceci ne me renvoie pas à faire des calculs pour le poste électoral, mais j'ai les capacités de gérer un ministère. D'accord. Voilà qui est dit. Je pense qu'il est presque 18 h. On a traîné un peu sur ce thème de mise en bouche pour voir si le décret va nous retrouver. On va attendre encore demain, parce que le président a encore jusqu'à demain pour se prononcer. Dans tous les cas, Paul Stéphane l'a dit, il va devoir se prononcer. Il y aura quelque chose. Effectivement. Il y aura quelque chose. Effectivement, le président n'a pas de choix. Il devra se prononcer, surtout pour les élections municipales. Parce qu'avec les élections législatives, il a encore une marge de manœuvre. Parce que la loi dit que l'élection législative peut se tenir 40 jours au moins et 120 jours au plus après la date de prorogation. Et je pense, si ma mémoire ne me joue pas de sale tour, que la date de prorogation des députés, c'est le 10 mars. Donc vous voyez qu'il a encore une marge de manœuvre. C'est pour les élections municipales qu'en réalité, il est obligé, au plus tard demain, de nous dire quelque chose. Et au regard justement du fait qu'on a été habitué à des élections couplées, il est évident que demain, on risque d'avoir une prorogation qui va faire que les élections législatives et municipales se tiennent à la même période. D'accord. Alors, les élections législatives et municipales ont surpris qui? Pour qu'on convoque aujourd'hui les contraintes financières. Au Cameroun, on a un dieu et non un président. Abo qui demande où est le siège du parti du président Soumsilas, qu'il est situé où? Vous voulez adhérer? Bien, c'est juste... c'est dans quel quartier votre parti? Ce sont des blagueurs. Ils sont hors sujet. Qu'est-ce que c'est un militant écoutez, en puissance? Il ne s'agit pas du Parti républicain du peuple, il s'agit de la République. D'accord. Qu'il se prononce en ce qui concerne le bien-être de la République. Le siège du parti est où alors? Le siège du parti est à Yaoundé premier. Qu'il aille à la sous-préfecture de Yaoundé premier pour des informations qui concernent le Parti républicain du peuple. C'est là-bas qu'on va dire la localisation. Non, écoutez, nous sommes outillés, nous bénéficions des subventions de la République parce que nous sommes allés à l'élection municipale en 2020, dont nous ne sommes pas un petit parti, pour son information. Alors, les partis politiques vont-ils être prêts si on convoque ce corps électoral? Oui, certains partis politiques devraient être Certains. Oui, certains devraient être prêts. Surtout ceux qui sont allés aux élections, à l'élection présidentielle. Le tout n'est pas de dire que... Pas le FSNC, parce que là on n'est pas encore fixé. Le FSNC... Il y en a qui disent qu'on y va, d'autres disent qu'on n'y va pas. On a même annoncé qu'Issatiroma devrait arriver. Et qu'on il y a encore un flou. Je disais que le tout n'est pas de dire que le RDPC est implanté dans les 360 communes. Parce que vous savez que si le FSNC est arrivé deuxième à l'élection présidentielle avec un score de 35%, c'est parce qu'il y a eu des coalitions. Et je crois que les mêmes coalitions peuvent encore se tenir et permettre à ce que l'opposition ait la majorité à l'Assemblée nationale. C'est à cela qu'on peut arriver. Parce que, voyez-vous, nul ne peut contester que le RDPC est un mastodonte politique. Mais au-delà de tout, il faut également tenir compte du fait qu'il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de contestations au sein du RDPC, si bien qu'aujourd'hui, les uns et les autres se disent que s'il y a élection, ils vont peut-être voter même pour l'opposition. Donc je crois que les partis politiques de l'opposition peuvent capitaliser cela et aller à cette élection-là de telle manière que même s'ils parviennent à draper certains sièges de part et d'autre,
que c'est-à-dire l'effectif total à l'Assemblée nationale puisse être considérable de telle manière que l'opposition soit majoritaire. Au-delà de cela, il faut quand même dire une chose, c'est que l'opposition camerounaise nous a habitués au fait que lorsqu'on sort d'une élection présidentielle, il y a des contestations et peut-être le premier ne va pas à l'élection locale. Et je crois que cela ne joue pas en la faveur de l'opposition. Parce que ça commence à être une tradition. Hein? Oui, ça commence à être une tradition, une malheureuse tradition. Oui. Issa Tiroma est en train de le faire. Il faut dire une chose aux Camerounais, c'est que le vrai pouvoir, ça à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à étudier. Le vrai pouvoir, c'est à l'Assemblée nationale. Parce que c'est à l'Assemblée nationale que tout se décide. Ils ne le ressentent pas peut-être parce qu'il y a cette majorité éternellement obèse. C'est donc à l'opposition de travailler pour avoir la majorité. La majorité ne sera pas donnée de manière fortuite à l'opposition. C'est à l'opposition d'aller à l'abordage, c'est à l'opposition d'aller sur le terrain, expliquer aux Camerounais que si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous pouvons faire basculer des choses, nous pouvons voter des lois qui vont être efficaces et efficientes pour le développement de notre pays. Et il faut que les uns et les autres prennent conscience du fait que ce n'est que par une élection, ce n'est qu'en allant à l'élection qu'on peut changer les choses et non en s'abstenant. Parce que certains pensent que parce qu'on boycotte une élection, cette élection-là ne sera pas crédible. Parce qu'on boycotte une élection, le RDPC va se sentir mal. Au contraire, le RDPC se plaît dans sa majorité obèse. Donc, je crois qu'il faut que les uns et les autres se ravissent et que cette élection-là, si le corps électoral est effectivement convoqué, qu'on y aille et que la carte politique soit redistribuée comme je le disais tantôt. Maître Jean-Guy Zogo, merci d'être sur la page Facebook de ce programme en direct sur Info TV Cameroun. Vous pouvez également vous connecter sur cette page Facebook. Maître Jean-Guy Zogo, le président général de l'Union des populations africaines, dit bonsoir Jean-Jacques Zé, mes amitiés à ton panel. Je suis du même avis que Paul-Stéphane Moudouga. Merci à Ndé Serge de nous faire ce clin d'œil-là. Caroline Sala également. Merci à vous tous. Certains noms sont un peu compliqués à lire. Vous êtes connectés de ce côté-là. Alors, discours de coalition, de mise en commun des efforts après la présidentielle. Maître Chiazok, après la présidentielle, justement, il y a eu une période, je veux dire, des congés d'activité politique. Tous les grands leaders sont allés en congé. On n'a pas beaucoup entendu des gens maintenir un climat qui pouvait permettre de construire un pont vers les municipales et législatives. Il y a quand même un silence. Personne ne parle de cet appel à la coalition. Oui, je crois que tout à l'heure, mon voisin de gauche a bien rappelé qu'il y a plusieurs partis politiques qui doivent cesser d'être considérés comme des partis politiques de l'opposition. Parce que ils ont opté pour soutenir la vision du président d'un parti politique, le président du RDPC. Ça fait qu'ils pensent ensemble, ils font ensemble, ils réussissent ensemble, ils échouent ensemble. C'est ce que ça veut dire. Un parti qui entre dans la majorité présidentielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Cameroun a pratiquement 380 partis politiques. Mais depuis 1992, moins de 65 partis politiques ont pris part aux élections. Toutes élections confondues. Ça, c'est un problème. Bon, maintenant, par rapport à l'activité des partis politiques après les élections présidentielles, vous savez que après un grand match de football, il y a un temps de repos. Parce que... Et le calendrier semblait ne pas être propice au repos. Non, vous savez, ça dépend de ce qu'on appelle le repos. Nous avons vu plusieurs partis politiques sur le terrain. Moi, personnellement, j'étais sur le terrain. Vous avez eu quelques échos. Je suis régulièrement avec les autres formations politiques, les représentants départementaux et régionaux des autres partis politiques de l'opposition, qui étaient également sur le terrain. Vous savez que l'opposition a un problème au Cameroun. Il faut être courageux pour inviter les partis politiques de l'opposition dans certaines chaînes de télévision et dans certaines radios. Parce que même l'information des activités de ces partis politiques de l'opposition, le régime ne veut pas que ça sorte. Les événements sont presque interdits. On ne peut pas installer un représentant d'un parti politique dans une localité. On ne peut pas tenir de meeting. Ça fait que l'impression qu'on a, c'est que l'opposition ne travaille pas. En réalité, l'opposition camerounaise travaille un peu comme l'UPC vers les années 54 à 60. Nous travaillons, bien qu'étant légalisés,
bien qu'étant des partis reconnus, Dans le maquis. nous travaillons dans le maquis. Et c'est donc le paradoxe. C'est donc le paradoxe de ceux qui faisaient l'éloge du président Biya, qu'il est le père fondateur de la démocratie. On se pose la question de savoir de quelle démocratie parle-t-on, où on vous laisse la possibilité de parler et vous êtes interdit de vous déplacer. Donc, les partis politiques n'ont pas sombré. Nous avons eu plusieurs contacts, moi personnellement, avec certains leaders des partis politiques de l'opposition, où nous sommes en train de réfléchir à une stratégie où on ne doit pas avoir des doubles listes dans certaines communes. Ça veut dire qu'on se dit que bon, dans telle commune, c'est X qui est bien placé là-bas, qui est bien installé, ça ne sert à rien que tel autre parti politique vienne. Nous sommes en train de réfléchir dans ces stratégies, et je crois que le plus important pour nous, c'est que le corps électoral soit convoqué demain, pour que toutes les stratégies que nous avons mises sur pied puissent être appliquées et que le RDPC soit surpris de ce qui va arriver. Pour aujourd'hui, il n'y a rien eu aux 17h. On va attendre encore demain. Messieurs, je vous invite à prendre un verre d'eau. On se retrouve derrière pour parler de la jeunesse à l'approche de la célébration de la fête de la jeunesse. Positif est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. La jeunesse est donc le fer de lance de la nation. On attend beaucoup de cette jeunesse. Le Cameroun de demain devra être construit, doit être construit par la jeunesse. Mais la question est là. La jeunesse a-t-elle plus à donner qu'à recevoir aujourd'hui? Anissé, c'est une question un peu piège. Effectivement, elle est piège, mais je crois que nous trouverons des mots pour justifier, pour étayer les Camerounais à la maison. Je crois que lorsque vous regardez la structure démographique des pays africains, vous allez vous rendre compte que la jeunesse est la partie la plus essentielle de la population. Au Cameroun, on parle de 57% de la population active. Ça, ce sont les chiffres des Nations Unies. Et parlant donc de la jeunesse, vous nous appelez ce soir à répondre à la question selon laquelle la jeunesse a-t-elle plus à donner qu'à recevoir? Je crois que pour que la jeunesse soit prête à donner, il faut qu'on ait une jeunesse qui ait été bien formée. Il faut qu'on ait une jeunesse qui ait été bien encadrée par le pouvoir en place. Mais on se rend compte aujourd'hui au Cameroun que la jeunesse a été mise à l'abandon. La jeunesse a été laissée pour compte. La jeunesse a été abandonnée à elle-même. La jeunesse n'est pas Vous parlez de manière absolue, vous ne relativisez pas? Je parle de manière absolue, parce que, voyez-vous, la dernière fois nous évoquions les dérives de la jeunesse sur ce plateau. Et nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle il n'y a pas eu une barrière cybernétique qui puisse permettre à ce que nous vivons aujourd'hui sur l'espace cybernétique ne puisse pas arriver. Or, vous allez vous rendre compte que dans les pays développés, c'est-à-dire l'espace cybernétique est contrôlé. Le Cameroun est un pays ouvert où on peut tout faire sur Internet. Donc, je reviens à la problématique. La jeunesse a été mise à l'abandon et même lorsque les pouvoirs publics s'intéressent à elle, c'est pour jouer les rôles subsidiaires. Je ne vais pas rester aérien, je vais prendre des cas précis pour que ceux qui sont à la maison puissent nous comprendre. Vous savez, en 2009, après les émeutes de la fin de 2008, vous savez que le président de la République a créé une institution qu'on appelle le Conseil national de la jeunesse. Je mets donc quiconque au défi sur ce plateau pour nous dire l'impact réel de ce Conseil national de la jeunesse sur la vie des populations. Il faut quand même préciser que ce Conseil national de la jeunesse avait pour rôle de servir de courroie de transmission entre la jeunesse et le pouvoir et le gouvernement. Mais sauf que vous allez vous rendre compte que l'idée a été biaisée dès la base, c'est-à-dire les fondements ont été dévoyés et les objectifs ont été également dévoyés parce que lors de la première mandature de ce Conseil national de la jeunesse là, on a allé prendre quelqu'un qui vivait à l'étranger, qui n'était pas à l'affût des problèmes de la jeunesse, pour le nommer comme président, pour le nommer, je parlerai de le nommer parce que même s'il y a eu élection, c'est qu'on a coopté quelqu'un qu'on a mis là qui n'était pas au contact des populations jeunes et qui ne connaissait rien de cette jeunesse-là. Et
au fil des années, on a eu des gens qui se sont succédés, mais toujours est-il que cette institution-là n'a pas eu d'impact sur la vie de la jeunesse. Aujourd'hui, on parle du Conseil national de la jeunesse lorsqu'il faut faire des regroupements. Vous savez que l'anniversaire du président de la République, c'est le 14 février, si je ne m'abuse. Et le 13 février, merci. Oui. Et vous allez donc voir cette institution-là au Palais des Sports pour aller applaudir. C'est à cela que c'est le Conseil national de la jeunesse. Si, lorsqu'il n'est pas invité pour aller classer les chaises à certains événements ou alors pour faire le protocole à certains pays, le Conseil national de la jeunesse, c'est à applaudir à certaines manifestations. Aucun impact sur la vie de la jeunesse, aucun impact sur les décisions prises par le pouvoir en place. Encore que lorsque vous allez regarder, c'est-à-dire les dirigeants ou alors ceux qui sont chargés d'implémenter la politique de ce Conseil national de la jeunesse, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes indigentes. Permettez-moi l'expression. Parce que voyez-vous, lorsqu'on prend un jeune, on le place à la tête d'un département comme étant le représentant du Conseil national de la jeunesse, et que ce jeune-là est incapable de subvenir à ses besoins les plus primaires, c'est-à-dire il vit encore chez ses parents, il est incapable de se vêtir de lui-même, il est incapable de se nourrir de lui-même, ça veut dire que c'est encore un enfant aux yeux de ses parents. Or, nous avons par exemple, nous avons 10 régions, 360 communes et 58 départements. Il coûte quoi au pouvoir en place de prendre des mesures permettant à ces jeunes-là d'avoir une certaine liberté financière pour pouvoir se mouvoir librement. Mais tout est fait de telle manière qu'on laisse ces jeunes-là, on infantilise ces jeunes-là, on laisse ces jeunes-là dans leur état de précarité. Je vais laisser ce pan du Conseil national de la jeunesse là. Je vais aller un peu plus loin. Rapidement, parce qu'il y a d'autres qui doivent intervenir. Voilà, je vais aller un peu plus loin. Au-delà de cela, on a créé des parlementaires jeunes. J'entends parler partout, mais je ne sais pas l'impact de ces parlementaires jeunes-là sur le plan, sur la vie des jeunes. Bref, pour me résumer... Les conseillers municipaux jeunes. Les conseillers municipaux jeunes, voilà. Vous êtes allé plus loin. Je vais me résumer en disant que la jeunesse est confinée à jouer des rôles les moins importants de la République. Or, la jeunesse est le levier pour un développement structuré d'une nation. Mais sauf que pour que la jeunesse participe véritablement à ce développement-là, il faut qu'elle soit bien formée, il faut qu'elle soit bien encadrée pour que le moment venu, qu'elle prenne des choses en main. Mais sauf que le pouvoir en place n'a pas intérêt que la jeunesse soit aux affaires parce que le pouvoir en place voit la jeunesse comme une menace qui peut peut-être déstabiliser le pouvoir en place. Malheureusement. Président Soum Silas, est-ce que le jeune Camerounais aujourd'hui a plus à donner qu'à recevoir? Déjà, parlons de la jeunesse et du Cameroun. Le président de la République a dit que la jeunesse est le fer de lance et que ce septennat est basé sur la jeunesse et la femme. Nous attendons à ce que ce remaniement nous donne raison en responsabilisant la jeunesse à des responsabilités élevées de la République. Contrairement à ce que mon copanaliste vient d'expliquer aux Camerounais qui nous écoutent à la maison, ça sera ingrat de dire que depuis 7 ans que le président Biya existe, rien n'a été fait, à l'exemple des responsabilités de la jeunesse ou des jeunes. Nous avons des jeunes ministres, c'est-à-dire qui sont au gouvernement de la République. La jeunesse, c'est le plus jeune, de 18 à 35 ans. Le plus jeune a 53 ans. Écoutez, 53, 54 ans. Oui, M. Basilikine est un jeune. Qui a moins de 35 ans. Non, M. Manaouda a 53 ans. Voilà. Nous avons des responsabilités de la République qui sont confiées aux jeunes Camerounais ou non aux jeunes Tchadiens. C'est une preuve de vérité que la jeunesse existe dans la volonté gouvernementale du président de la République. C'est-à-dire qu'on redéfinit à l'occasion la jeunesse. C'est-à-dire qu'on sort de la tranche qui est reconnue par l'État du Cameroun, 15 à 35 ans, pour élargir à 55 ans, c'est ça? C'est pas veut dire 55 ans. Quand on parle de responsabiliser la jeunesse, nous avons les jeunes directeurs, à l'exemple du directeur de la Sonamine. Il est jeune. Nous avons les jeunes directeurs dans l'administration centrale. Nous avons les jeunes sous-préfets. Mais je ne comprends pas pourquoi le copanaliste va dire que la jeunesse sert juste pour aller classer les chaises. La jeunesse sert juste pour aller applaudir ou être dans des deuils de Paul Pierre-Jean. Non, écoutons, lorsqu'on parle du Cameroun, prenons le Cameroun comme l'amour de notre vie. Prenons le Cameroun comme notre destin. Il faut respecter
la volonté de celui qui est aux affaires. Vous, demain aux affaires, je ne pense pas qu'on parlera de vous ainsi et ça va vous arranger. Est-ce que ça vous arrange, d'avoir tous les gouverneurs qui ont franchi l'âge de départ à la retraite, d'avoir les présidents des chambres que vous connaissez? Ils sont arrivés jeunes. Et ils doivent, non, ils sont arrivés doivent plus jeunes. repartir. Ils sont arrivés jeunes. Ils ne doivent plus repartir. Non, ils vont partir. C'est un processus. Ils sont arrivés jeunes. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit... Parce que vous voulez convoquer Paul Biya, le légaliste, que vous savez. Nous avons des sous-préfets jeunes. Nous avons des directeurs d'administration jeunes. Mais la jeunesse, c'est quoi? C'est pas... Pas de préfet jeune, pas de président du conseil régional jeune. Ça, c'est la politique. Mais on parle de quoi? On n'a pas refusé sa candidature à une élection. Si un jeune se prononce à être président du conseil régional, on ne va pas rejeter sa liste. Merci. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans la promotion de la jeunesse. De la jeunesse. Bien sûr. Raymond Chiazok, sur cette question, vous, c'est une jeunesse qui a plus encore à recevoir. Vous ne m'avez même pas... J'attendais la chute. Allez jusqu'au bout. Allez-y jusqu'au bout. Voilà. Je voulais donc par là vous dire que la jeunesse, chez nous, a déjà... Tout. Non. Ah, d'accord. Nous attendons du président de la République à implémenter ce qu'il a dit dans son discours d'investiture, que ce mandat est un mandat jeune et un mandat de la femme. D'accord. Donc nous attendons le remaniement. Il va responsabiliser la jeunesse. Et ce sera la solution pour les jeunes Camerounais. Écoutez, si on nomme 2 ou 3... lorsque vous avez les responsabilités, vous pouvez mieux comprendre ceux qui sont de votre génération. Chaque génération a son histoire et son passé. Ces gouverneurs qui sont arrivés sous-préfets jeunes, ils sont en train de partir. Aujourd'hui, il y a des sous-préfets jeunes, c'est de génération en génération. On ne va pas se lever un matin et dire que, ok, comme le sous-préfet de Gary Gombo a moins de 35 ans, il n'est pas jeune. Il est arrivé là, il avait 35 ans. D'accord, on a compris cela. Voilà. Alors, il ne faut pas que Mohamed Ali pense qu'on est en train de frustrer un jeune sur le plateau. C'est quand même votre semaine. Effectivement, j'allais bientôt commencer. J'ai vu vos signes. Lorsque j'ai seulement prononcé le nom de Chiazok, vous m'avez regardé, comme on dit au quartier, un genre, que c'est quoi cette affaire? Mohamed Ali, la jeunesse camerounaise a-t-elle beaucoup à donner pour recevoir cette... La jeunesse camerounaise, Jean-Jacques Zé, a beaucoup à donner. Contrairement à ce que certains pensent, la jeunesse camerounaise est bien formée. Depuis que les gens vont au Canada, vous n'avez jamais entendu qu'on a rapatrié un Camerounais pour incompétence. Que ce soit des infirmiers, des enseignants, quand ils arrivent, ils trouvent du travail. Moi, j'ai des amis qui sont au Canada, quand on échange, ils me disent non, quand on arrive, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas un problème d'encadrement. Donc, elle a déjà reçu une bonne formation. On a de la formation, il y a certes des choses à perfectionner, il y a certes des choses à améliorer, puisque tout système doit se réinventer. Jean-Jacques, moi, quand j'étais petit à Berthois, il y avait à peine 3 ou 4 écoles. Les gens peuvent croire que parfois quand on dit que sur le plan éducatif, le bilan du président Paul Biya est intéressant, les gens pensent que c'est parce que nous sommes militants du RTPC. Aujourd'hui, tous les quartiers à Berthois ont une école et c'est le cas dans tout le Cameroun. Certes, on va vous dire, bon, les infrastructures ne sont pas adaptées, ils sont vétustes et tout, oui, certes. Mais aujourd'hui, quand même, l'accès à l'éducation, pour nous les jeunes, c'est facile d'aller au lycée. Moi, quand j'ai eu le baccalauréat, on venait à peine de créer l'antenne de l'annexe de l'université de Yaoundé 2 à Berthois. Aujourd'hui, il y a toute une université d'État à Berthois, l'école normale supérieure. Tous les départements de la région de l'Est comptent au moins une grande école. Maître Chiazok ne va pas me contredire. Chez lui à Bomban, il y a les SUT, l'école supérieure d'urbanisme et autres. Donc, quelque part, je pense que sur le plan de la formation, nous les jeunes, nous pouvons dire merci au président Paul Biya. Maintenant, ce que nous les jeunes, nous avons à donner. Parfois les politiciens, j'ai à gauche, à droite des grands politiciens, ils pensent que c'est 2-3 ministres, tout à l'heure vous avez pris un bon exemple, qui peuvent résoudre des problèmes. Moi, Mohamed Ali, dans un gouvernement de 62 ministres où nous sommes 2 ou 3 jeunes, nous ne parlerons même pas le même langage. Avec ces aînés-là, vous m'imaginez, moi, à côté du ministre René Emmanuel Sadi, sincèrement, je serais même embarrassé. Dans un débat, oui, certes, je vais donner mes arguments, mais en tant que bon Africain, un enfant bien éduqué, je serais même embarrassé de contredire les aînés. Moi, je pense que ce qui nous intéresse, nous les jeunes, ce sont les opportunités. Quand le président Paul Biya dit
le 31 décembre, qu'il y a 50 milliards budgétisés en faveur des projets des jeunes. Nous voulons de la transparence, de la traçabilité, une répartition équitable de ces fonds qui arrivent au fond du Cameroun à Mouloudou. Mais vous comprenez de ces 50 milliards que c'est le résultat de quoi? Ça correspond à quoi? Est-ce que c'est une demande qui est venue de la jeunesse? Oui, bien sûr, Jean-Jacques. C'était pour adresser quel genre de problème? Jean-Jacques, au Cameroun, moi qui suis étudiant à l'ESTIC... C'est pas comme l'a fait les lampadaires. Non, non, non. Jean-Jacques, il faut que dans la société, tout le monde puisse avoir sa part. Moi, je suis étudiant à l'ESTIC. Mon rêve, c'est quoi? C'est de sortir de l'école et de trouver du travail. Moi, je cherche à être journaliste, collecter l'information, traiter et diffuser. Ça, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Celui qui est quitté du lycée en classe de 5e et qui se débrouille à faire une petite activité économique, les 50 milliards lui sont destinés. Il doit pouvoir recevoir 1-2 millions dans ce qu'il fait avec 50 francs, qu'il puisse grandir et payer les impôts et l'État va gagner. C'est à eux que cet argent... Il y a des jeunes agriculteurs dans nos villages qui parfois manquent des bottes, Jean-Jacques. Quand vous allez au village, si vous avez une paire de bottes pour aller voir votre cacaoyer, votre cousin ne peut pas parce vous que laisser. Les gens qui donnaient les bottes par le passé, ces entreprises, voilà. C'était beaucoup plus facile avec les coopératives et les appuis de l'Est et les Sodecaro bien structurés, bien développés. Jean-Jacques, on va pas ce que vous racontez là. Nous qui sommes jeunes, on n'a pas connu ça. Laisse alors qu'on te raconte. Voilà, on prend. Mais ce que nous disons, Jean-Jacques, c'est que nous voulons la jeunesse a de la compétence, nous avons de l'énergie, nous voulons contribuer au développement du Cameroun. Ben, il faut des opportunités. Nous attendons seulement la main tendue. Sincèrement, ces débats de ministre ou pas ministre, moi, si je fais une carrière de journaliste et que je suis jamais nommé rédacteur en chef, il y en a dans nos rédactions. Donc, quelque part, moi, je pense que c'est des opportunités. Et le président Paul Biya, moi, je vous dis, le président Paul Biya est un visionnaire. Et les hommes qu'il choisit doivent désormais appliquer sa politique. Est-ce que le visionnaire n'a pas eu quelques problèmes dans sa vision lorsqu'il donne 103 milliards un jour et qu'on ne sait plus grand-chose de cet argent? On passe à 50 milliards. Est-ce qu'on n'est pas en train de... Jean-Jacques, j'ai décrié et je vais souscrire quelque peu. Je ne suis pas très d'accord avec mon voisin de gauche, l'homme de la société civile, pour dire que sur votre plateau, si vous avez souvenance, j'avais parlé ici du plan triennal spécial jeune. Je vous ai dit que ça manquait de vision. Maintenant, vous dites que Paul Biya est visionnaire. Jean-Jacques, si vous avez un père qui donne l'argent de ration à la mère et que vous n'avez pas mangé le soir, il faut regarder la maman. C'est elle qui a reçu l'argent, elle n'a pas bien redistribué. Et le père revient le lendemain, il donne toujours. Non, mais il ne revient pas donner. C'est pourquoi nous, les jeunes... Il ne fait même pas l'audit. Jean-Jacques, c'est pourquoi nous, les jeunes, si vous avez invité un jeune, c'est parce que vous estimez que je peux apporter ma contribution. Ces affaires de Conseil national, ces affaires du Conseil national de la jeunesse, où on copte les gens qui peuvent dire oui, moi je ne suis pas d'accord. Le Conseil national de la jeunesse doit être un contrepoids au ministère de la jeunesse. Pas un ami et un partenaire. On les voit marcher là. Marcher ensemble dans les missions en Europe et autres. Vraiment, je m'excuse. J'ai beaucoup de sympathie pour la présidente. C'est une dame très brillante. Mais quelque part, le CNJC doit être un organe qui propose et qui doit discuter. Oui, on peut être amis, mais Jean-Jacques, quand on s'assoit pour discuter de l'avenir de la jeunesse, le CNJC doit contribuer. Moi, je vous ai parlé de ces décisions. Parfois, dans un arrondissement, on donne à la même famille 3 financements, les 3 destinés pour les jeunes de l'arrondissement. Par moi, j'étais embarrassé un jour dans une cérémonie où j'étais le maître de cérémonie, où on remettait 3 prix avec pratiquement le même nom. Donc Jean-Jacques, ça n'a pas marché. Mais nous disons aujourd'hui, il y a 50 milliards. Donc on retient que Paul Biya, lui, il est visionnaire, sauf que ceux qui sont chargés de préparer... Parfois, il n'applique pas très bien cette politique. Maintenant, je peux poser la question aux autres. Bien entendu. Le jeune a bien parlé. Mais de temps en temps, il faut revenir aux jeunes parce que c'est notre semaine. D'accord. Raymond Chiazok, est-ce qu'on comprend le rôle qu'on attend de la jeunesse aujourd'hui? Doit-il donner? Doit-il toujours recevoir? On a l'impression que le jeune Camerounais attend toujours. Donnez-nous les postes, donnez-nous les ministères, donnez-nous un peu plus de moyens, les opportunités. Est-ce qu'il n'y a pas un côté qui appellerait quand même le jeune Camerounais à donner? Quand j'ai suivi Mohamed Ali et mon collègue président, je me suis posé la question de savoir
s'ils sont des Camerounais. Ils sont des Camerounais, j'ai vérifié. Je le sais. Je le sais parce que ce discours ne cadre pas avec les relations entre le régime Biya et la jeunesse camerounaise. Je n'aime pas sur les plateaux tenir des discours intellectuels, j'aime tenir des discours politiques. Dans un pays où on refuse le petit droit de vote à un jeune de 18 ans, on prend ce jeune, on envoie dans l'armée pour défendre la République. Lorsque vous dites que le président Paul Biya a trop fait, ça veut dire quoi? C'est de l'insulte à l'intelligence des jeunes. C'est paradoxal. On dit Chia, tu ne peux pas voter à 18 ans. On te met la tenue de l'armée pour aller défendre la République. Vraiment. Paradoxe. C'est paradoxal. Il peut se marier à 18 ans? Il est même pénablement responsable. À 18 ans. En Ouais. prison. Il va en prison. Mais il n'a pas le droit de voter. Il n'a pas le droit de voter. Alors lorsque je suis des personnes qui ont fait l'école, qui viennent nous dire ce que vous avez dit là, j'avais des frissons. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle du programme triennal jeune, 102 milliards ou 120 milliards, mais l'exécution c'était 32%. Et ça c'est ce qui ressort du rapport. 32%, ça veut dire que tout l'argent est encore là. Pourquoi on n'a pas donné aux jeunes? Il manquait de demandes, il n'avait pas de sollicitations. C'est parce que la vision de ceux qui entourent le président de la République n'est pas de valoriser la jeunesse. C'est de maintenir la jeunesse dans la promiscuité, dans la misère, pour que les jeunes soient des éternels quémandeurs. J'ai évoqué là un premier point, voici un deuxième point. 32%. Le président de la République dit voilà 100 milliards. Prenons 100. Mais dans l'exécution, le rapport, parce qu'en réalité c'était même 15%. Mais dans le rapport, on parlait de 32%. Donc on met 100 milliards pour les jeunes. On dit que non, on a pu dépenser que 32%. Les 68 milliards sont partis où? On ne fait pas cas de ça. On devrait faire un audit de la gestion de ça avant de passer à autre chose. Nous poursuivons. Sur le plan de l'emploi, vous formez un instituteur de l'enseignement général ou technique. Il fait 13 ans au quartier. Lorsqu'il doit être intégré, il est intégré comme contractuel. Il est marié à un monsieur Angoïla avec 3 enfants. Mais parce qu'il voulait absolument travailler, il a affecté... Elle est mariée. Elle, voilà, j'ai dit une institutrice. Elle est mariée donc Angoïla. Parce qu'elle veut absolument travailler, on la bombarde à Pousseri. C'est un manque de respect pour les jeunes. Ça veut dire que cette jeune fille, cette dame, abandonne et son mari et ses enfants parce qu'elle veut travailler. Dans le même volet, dans le même sens, vous les formez, vous décidez de les recruter. Le numéro matricule sort 1 an après. Ça veut dire que vous l'envoyez comme ça en villégiature, le numéro matricule vient après 1 an, le premier salaire c'est après 2 ans. Quand vous parlez du respect, quand vous parlez des éloges du président Biya vis-à-vis de la jeunesse, vous parlez de quelle jeunesse? Si c'est celle du Cameroun, je poursuis. Vous êtes donc au Conseil national de la jeunesse. Tous les membres de ce conseil-là sont des enfants des ministres et assimilés. Au niveau national. Nous sommes au niveau national. Ah, d'accord. Assimilés. Allez voir même l'exécution de 32% de l'argent qu'on a utilisé. On ne sait même pas là où l'autre est parti là. Entrez dans les 360 arrondissements, laissez enlever les 58 chefs-lieux de département. Allez demander aux jeunes là-bas s'ils sont au courant de ça. Ils ne sont pas au courant de ça. Alors on se moque de qui? Nous voulons que, lorsque nous venons ici, les jeunes Camerounais méritent mieux. Vous avez parlé du nombre d'établissements. Nous sommes à la télé. Il y a plus d'établissements politiques que d'établissements qui aident le peuple. Je vous prends un CSC d'Ambeka dans l'arrondissement de Doumi.
3 professeurs, plus l'intendant et le directeur. L'économe et le directeur. 3. Une seule salle de classe. Le reste, c'est des machins qu'on fabrique en calbote. Dans le Grand Nord, le Nord, l'extrême Nord, partout. Vous parlez de quel établissement? Vous avez évoqué le cas de l'Essud qui est chez moi à Bomban. L'Essud, il est où? L'Essud est basé à l'intérieur du lycée bilingue à Bomban. Mais vous voulez qu'on fasse des éloges à un président qui a abandonné la jeunesse? Mais Jean-Jacques, je voudrais quand même dire que le tableau que Chiazok est en train de peindre, il est totalement noir. Je pense que c'est avec des exemples. Non, le noir ou il noirci. Jean-Jacques, il est noir ou il a été noirci. Il essaye d'ajouter un peu d'encre à ce qu'il veut. Je donne des exemples. Moi, je prends un exemple. Le président de la République, lors de la prestation de serment, a annoncé le retour des concours dans les ENS. L'arrêté qui convoque le concours est déjà disponible. Les jeunes docteurs les intégrations sont lancées. Sont lancées. Oui. 3000 instituteurs seront recrutés et sont recrutés depuis plusieurs années. Moi, j'ai des amis et des camarades de classe qui sont intégrés. Sur plus de 45 000 formés. S'il vous plaît, tout ce qui est formé n'est pas... Jean-Jacques Zé à Info TV, il n'est pas à la CRTV. Mais nous sommes à Info TV. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez la télé, vous ne regardez pas que la CRTV. Il y a des écoles privées qui ont aussi besoin du personnel bien formé. Jean-Jacques, moi je pense que quelque part... Là, c'est une jeunesse qui doit quand même donner aussi. Oui. Jean-Jacques, il y a des problèmes, mais nous sommes sur la bonne voie. La jeunesse doit croire et la jeunesse doit proposer. Moi, je suis contre cette jeunesse. Je peux être d'accord sur certaines choses qu'ils disent. Par exemple, le CNJC et autres. Mais il y a des choses qui sont faites et nous devons soutenir. Les Sud d'Abomba, moi, je voudrais vous dire, parfois, si ce n'était que la tenue et les chaussures qui faisaient des bons élèves, c'est que Mohamed Ali n'est pas ici, je suis fils de berger. L'école que vous dites, c'est en Calbote et autres là. Les brillants élèves du Cameroun sortent de ces écoles. Les enseignants, il n'y a pas. Il y a des enseignants. Moi, je vous dis, il peut y avoir un problème d'enseignants, mais vous avez cité 5 personnels. C'est petit. Mais à côté, vous allez trouver des jeunes qui sont sortis de nos écoles normales comme auditeurs libres, qui trouvent leur compte également. Donc, c'est pas comme si... je vais arracher la parole à Maître Chiazok pour la donner à Paul Stéphane. Sur cette question-là, la jeunesse a-t-elle plus à donner qu'à recevoir? Non, moi je pense que la jeunesse a plus à donner. Mais la question qu'il faudrait qu'on se pose ici est celle de savoir, est-ce qu'on donne l'opportunité à la jeunesse de donner ce qu'elle peut donner? Parce que je suis un peu amusé quand même et je me demande si c'est des mêmes réalités qu'on parle. Parce que quand Mohamed Ali évoque le cas par exemple des enseignants de l'ENIEJ qui sont formés et qui peuvent enseigner dans le privé. Oui. Je veux lui rappeler que dans le privé, on paye 35 000 le mois. Pas forcément. Et on paye sur 6 mois. Pas tous les établissements. La plupart, c'est quand même plus facile. Moi, je connais des alors même sur la base du SMIC, c'est 40 000. Vous pouvez pas mettre votre enfant dans un collège où on paye 35 000. Non, mais il faut taper sur les doigts des gens qui payent 35 000 à l'enseignant. Alors qu'ils ont pris comme frais de pension environ 400 ou 500 000 aux enfants. Ce n'est pas sérieux. C'est pas vrai. Souffrez de m'écouter. Je vous dis donc qu'il y a les écoles privées ici, là, où on paye l'enseignant. Ça veut dire qu'il est allé à l'ENIEJ, il a fait 1 an. Il est sorti, on lui a donné le diplôme. Il est payé 35 000 et on paye sur 6 mois. Ils ne sont pas sérieux. Non, ça c'est... Vraiment, Jean-Jacques, ça c'est des choses qu'on ne peut pas vérifier. C'est le cas qui est vérifié. Et qu'il faut condamner. Il faut dénoncer parce ça. Parce qu'on paye cher pour avoir les enfants. Un jeune, il finit de se faire former, il est payé à 35 000 et sur 6 mois. Vous voulez aussi discuter qu'il y a les auditeurs libres qui ont payé 800 francs l'heure dans les collèges. Mais quand si vous voulez discuter... Lorsque vous dites 800 francs l'heure, je vous prends un exemple. S'il apprenait donc un emploi du temps normal, moi je ne suis pas enseignant, j'écoute souvent, il a droit à 24 heures par semaine. Lorsqu'on fait les nominations à la radio, multiplier 800 par 24, ça ne donne pas 35 000 francs. Maintenant, Mohamed Ali, permettez à Stéphane de parce que là, je vais raconter une histoire. Une fois, j'ai voulu faire les vacations de philosophie. Je ne vais pas citer le collège. Et on m'a dit qu'on devait me payer 900 francs l'heure. Quand j'ai calculé, ça donnait 29 000 francs par mois.
Et j'ai dit que je préfère vendre l'eau glacée. Mais c'est une activité secondaire. Permettez, La principale, c'est laquelle? permettez. Quand vous avez parlé, je vous ai écouté. Tout ce que vous étiez en train de dire, je n'étais pas forcément d'accord. C'est pour vous dire que les jeunes, en réalité, au Cameroun, sont abandonnés. Ils sont abandonnés pourquoi? Parce qu'en fait, un jeune qui a une stabilité financière est un danger pour la démocratie. Parce qu'à partir du moment où tu as une stabilité financière, c'est là où tu peux t'asseoir pour dire qu'il faut qu'ils lisent même un peu le projet de société du président. Il raconte même quoi à l'intérieur. Tu n'as pas faim. Parce que tu n'as pas faim. Tant que tu es préoccupé par tes conditions de vie, tu ne veux pas savoir ce qu'on raconte dans les projets de société. On te maintient donc dans une condition où tu es éternellement préoccupé par les conditions primaires de ta vie. Ça veut dire que tu cherches permanemment le travail, tu cherches permanemment à avoir l'électricité, l'eau et à te loger. C'est à ce niveau qu'on maintient la jeunesse. Parce qu'on sait que si cette jeunesse-ci a une certaine stabilité, elle devient un danger permanent pour nous. Mais pour Stéphane, pourquoi parler à l'absolu? Il y a quand même encore des jeunes qui sont dans des entreprises que nous connaissons ici, qui ont 1 million, 1,5 million le mois. Ils sont dans les réseaux de transmission, les télécoms, ainsi de suite. Ils gagnent bien leur vie. Ils sont dans qu'on appelle ça l'informatique et autres, les développeurs, ils gagnent bien leur vie. Donc on ne peut pas dire que tout est totalement noir. Est-ce que ce n'est pas la faute de cette jeunesse-là qui attend seulement un décret d'être nommé, qui ne veut pas se développer lui-même? Vous pouvez avoir été formé à l'INIEJ, à un moment donné, vous vous rendez compte que ça ne paye pas, vous développez d'autres formations. Il ne faut pas que les jeunes s'arrêtent là, que c'est bon, on me paye 35 000 et je meurs là. Il faut se développer. Je suis très d'accord avec ce que vous dites, mais sauf que je vais également évoquer les statistiques. Quand vous finissez de vous faire former, que vous dites que vous voulez entreprendre, qu'est-ce qu'on finance au Cameroun? On finance la garantie. Quelle est la première garantie au Cameroun? C'est le titre foncier. Et on vous dit que seuls 13% des Camerounais ont un titre foncier. Et c'est ça qui est en train d'être réglé avec le fonds de garantie. Je suis en train de vous montrer les obstacles que les jeunes ont. Il y a une évolution avec le fonds de garantie qui est annoncé. Non, je veux donc montrer les obstacles et les difficultés que les jeunes rencontrent. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai travaillé dans des projets. Les jeunes ont tellement des projets que, à la fin, vous vous rendez compte qu'en fait, si on finançait les projets des jeunes, c'est ça qu'on n'importe plus certaines choses. Mais sauf que... c'est ce qu'on doit faire. Mais sauf que le jeune... L'impôt substitution n'aura de sens que si on peut produire... Sauf que ce jeune qui est donc ingénieux, il n'a pas les moyens, il n'a pas les liquidités. Quand il veut donc avoir les liquidités, la première chose, quand il va vers un établissement financier, il demande le titre foncier. Et nous tous, nous connaissons ici que pour avoir un titre foncier au Cameroun, c'est comme si tu cherchais le sexe d'un ange. Et il est difficile d'avoir le sexe d'un ange. Là, c'est clair. Ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, les banques vous disent qu'on ne veut plus vos garanties de titres fonciers. La garantie, c'est autre chose. C'est un projet qui est bien développé, qui montre justement que si je le mets en place, la garantie, c'est le marché. Le retour à l'investissement. Le marché. Exactement. Ce n'est plus le titre foncier. Les banques sont fatiguées. Et ça aussi, il faut dire aux jeunes, dans leur projet, de penser au retour. Non, les jeunes pensent. Moi, je suis dans le monde des projets. Je le dis avec autorité. Les jeunes pensent. La difficulté des jeunes au Cameroun, c'est qu'ils n'ont pas les financements. C'est ça le problème des jeunes. Parce que, moi, je ne vais pas résumer le problème des jeunes au poste ministériel. Oui. Bien sûr. Le problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont besoin des opportunités. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a 50 milliards, que ce ne soit pas comme l'équilibre régional, parce que l'équilibre régional au Cameroun est devenu l'équilibre des familles. Ça veut dire que quand on a dit qu'il y a 50 milliards, qu'on finance les projets pertinents. L'équilibre des familles qui compte. Justement, qu'on finance les projets qui sont pertinents, qui peuvent justement apporter une plus-value dans la société, parce que c'est en finançant les projets qu'on va créer les emplois et que ceux qui ont été éduqués, formés dans nos écoles vont trouver des opportunités. Mais si vous bloquez tout, parce que quand on prend le cas par exemple des 102 milliards, aujourd'hui en réalité, si on était dans un pays sérieux, le président devait demander au ministre de la Jeunesse de nous faire un bilan des 102 milliards qui avaient été mis à la disposition des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire avec exactitude le nombre de jeunes qui ont été financés, les emplois directs qui ont été créés, les emplois indirects qui ont été créés? Personne ne peut vous dire avec exactitude que sur les 102 milliards, on a créé 900 000 emplois directs, 500 000 emplois indirects, voilà.
l'impact qu'on a pu produire. Qui soit visible. Jean-Jacques. Parce qu'on a vu que les dernières années, en fait, avant les 5 dernières années, dans chaque message à la jeunesse, le président Paul Biya avait les chiffres. Exactement. Il y a 300 000 emplois qui ont été créés. À un moment donné, on a arrêté d'évoquer les chiffres. Exactement. Et je sors donc rapidement en disant à celui qui a dit que le président avait la vision, que moi j'ai lu le plan triennal spécial jeune. C'était une insulte. Est-ce que vous savez que les emplois dont on parlait, c'était le call box, c'était la cordonnerie, c'était les motos. 300 000 motos dans le plan. Moi j'ai lu le plan triennal spécial jeune. C'était une insulte à la jeunesse. Ça veut dire, on met 102 milliards pour acheter les motos. Ça veut dire qu'on compte le nombre de motos qu'on a achetées en Chine et on dit au président que ce sont les emplois qu'on a créés. Les call box, la cordonnerie, la maquinerie. Voilà les emplois qui se retrouvaient dans le plan triennal spécial jeune. Donc vous comprenez en réalité que pour donner les opportunités aux jeunes, on n'a pas besoin de venir dire dans un discours. Alors, on est sur le ministère de la Jeunesse, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, mon ami Petem David, il pourra réagir ou solliciter un droit de réponse pour savoir si c'était exactement ça qui était prévu. Moi, j'ai le document du plan triennal spécial jeune. Si on n'a pas de modèle. Je vais vous rappeler que dans une émission Libre Expression, je suis venu avec le document. C'est parce que je ne savais pas qu'on allait parler de ce plan triennal. J'ai lu ce qui était écrit dans le plan triennal spécial jeune pour qu'on ne dise pas que j'invente. Je dis bien qu'il y avait les motos, call box, cordonnerie. J'ai envie de vous dire que dans un pays comme le Cameroun, où nous avons 7 millions de terres arables, c'est une insulte de mettre les motos dans un plan triennal spécial jeune. Alors qu'on peut cultiver le blé, on peut cultiver le riz, on peut cultiver le manioc. Je vous rappelle qu'au Cameroun, qu'on importe presque tout le cela. bâton de manioc coûte 200 francs au Cameroun. C'est une insulte pour un pays qui a... Le bobolo. Exactement. Le bobolo coûte... Parce qu'on dit bâton de manioc, donc vous comprenez, je sors par là que la jeunesse a beaucoup d'énergie. Parce que je vais vous rappeler que le président de la République, pour qui nous avons beaucoup de respect, est-ce que vous savez qu'il était DCC, SGP avant 35 ans? Donc vous voulez dire que ce sont les jeunes d'aujourd'hui et qui ont changé. Donc nous on est subitement devenus inconscients, insoucieux et incompétents. Non, ça ne tient pas. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à ton panel. Pour ma part, la jeunesse, au regard du pourcentage actuel qu'elle occupe, elle attendra moins du gouvernement, peu importe le remaniement ministériel qui est attendu. La jeunesse ne sera pas satisfaite et n'aura rien de ce gouvernement. Par contre, elle se doit d'oser, de faire l'audace en s'engageant sur la scène politique qui est le terrain des décisions pour la meilleure vie des populations. Et pour le faire, elle doit saisir l'occasion qui lui sera présentée d'ici là avec les élections législatives et municipales. Jean-Jacques, imagine que c'est 10 632 places de conseillers sur les 360 communes et 180 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Partant de là, il y aura absolument un déclenchement dans l'ensemble et les conditions de vie seront améliorées et celle-ci retrouve son bien-être. C'est Berton Noah, secrétaire général du FDC, qui appelle à cette mobilisation pour les élections en disant que c'est une opportunité à saisir pour les jeunes Camerounais. Je suis Calixte de Fougerolles. Ce jeune du RDPC est parmi les jeunes qu'on paye pour abrutir les autres. C'est chacun qui écrit son histoire. Ce jeune ne vit pas au Cameroun. Combien coûte le concours dans les grandes écoles? Vous avez cité les noms. Mon fils, arrêtez de jouer à ce jeu. Ça vous plaît de voir les jeunes de la même génération dans cette situation? J'ai mal. Ne venez pas sur un plateau de télé porter... Non, il ne s'agit pas de malédiction. Il s'agit aussi de dire aux jeunes de croire en eux, de se faire leur chemin aussi, d'oser. Il y a des jeunes qui ne font même pas les stages professionnels. Ils ne vont même pas en entreprise. Ils ont les diplômes, ils attendent d'être recrutés. Quand vous allez dans une entreprise, vous vous offrez les opportunités. Et si les entreprises du GCAM et autres n'offrent pas les stages aux jeunes Camerounais, c'est un problème. Une fois qu'on est à l'intérieur et qu'on est compétent, on trouve également un peu... Il y a aussi un peu de patience. Un peu de patience. Marcher à pied, souffrir de marcher à pied, on ne vous décrira pas dans quelles conditions on a dormi à Douala pour s'ouvrir quelques petites portes en venant de Doumentan. Il faut aussi avoir ce cœur-là. Jean-Jacques, moi je voulais même dire quelque chose. C'est parce que parfois au Cameroun, les gens ont l'impression, moi je suis militant du RDPC, c'est comme la religion. C'est-à-dire quand on est né au Cameroun. Tu es né dedans. Je suis un fils du RDPC. Je n'ai que connu le président Paul Biya. Souffrez que je puisse aussi pas connaître quelqu'un d'autre? C'est possible. D'accord. Mais je ne joue pas dans la futurologie. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis Mbororo, fils d'un berger. Je suis à l'Estique.
Comme vous avez dit tout à l'heure, je ne peux pas raconter par quoi je suis passé, mais j'ai cru à mon rêve. D'accord. C'est un ça qui est concours de important. 70 places, mais au Cameroun et même ouvert à l'étranger. Je suis à l'intérieur. Et tu venais de Ndjang. Je venais de Ndjang. Alors, quelque part, les jeunes, parfois, Jean-Jacques, avaient le discours pessimiste que certains parents tiennent ça et là, pensent qu'au Cameroun, on ne peut pas quitter de nulle part et réussir. Et la réussite au Cameroun est conditionnée à la sorcellerie. Non, pas du tout. Les jeunes, s'il te plaît, voilà, tu l'as dit. Je connais un jeune de chez moi qui a créé le champ de cacao. Maintenant, il vaut plus de 30 millions. Celui qui parlait là ne connaît rien de nos villages, le vieux. Donc, il est possible de s'en sortir dans ce domaine-là. Je suis Hubert Niobé Bahia, prophétiste, dentiste, hein, voilà. Alors, les jeunes Camerounais ont beaucoup à donner. Les jeunes Camerounais sont pris en otage par le gouvernement et refusent de financer les projets jeunes. Je suis personnellement porteur d'un projet social impactant, projet social. La politique du gouvernement est néfaste et ces jeunes qui viennent sur les télés pour plébisciter le gouvernement, c'est leur droit. Aussi, parce qu'il faut bien qu'ils s'expriment. Je vous dis bonsoir, bonne émission, et ayez l'habitude d'inviter les jeunes qui ont vraiment des problèmes au Cameroun. Il n'y a pas de fils de riches ici, je suis désolé. Je ne sais pas comment on fait pour identifier les fils de riches. Il n'y en a pas sur ce plateau. Moi, par exemple, j'étais lors de la pose de la première pierre du port autonome de Kribi par le président de la République, dont nous étions là pour applaudir. Mais c'était ma seule participation pour ce port. Mes dossiers, on ne regarde pas, je ne rêve plus pour ça. Je me suis lancé dans l'élevage, mais je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donnez-leur mon numéro s'ils peuvent penser à moi pour les 50 milliards, puisque je ne connais quel miracle faire pour les avoir. Pascal Bandio, je ne sais pas dans quelle localité vous êtes. Rapprochez-vous des services du ministère de la Jeunesse. Bonsoir Jean-Jacques et à tous les panélistes. Je suis du même avis avec Paul lorsqu'il parle du manque d'opportunités de la jeunesse. Notre jeunesse mérite mieux que ce que nous vivons depuis l'année 2000. Mais par la grâce de Dieu, tout ira pour le mieux, comme Niobe Ruben a tant souhaité de son vivant. C'est parfait, Charlie. Depuis Colmessin, la prophétie, ça fait d'écouter certains jeunes sur votre plateau. Les réalités de ce pays sont connues de tous. Ce système tue les jeunes. On veut même aller au Canada. Ils s'opposent. Ceux qui vont au Canada sont qualifiés. Si vous allez au Canada et vous n'avez pas de qualification, n'y allez pas. Parce que c'est aussi, il faut le dire, que n'attendez pas d'être formé pour aller donner votre expertise ailleurs. Genre, comme on dit souvent. Jean-Jacques, les jeunes Camerounais n'ont pas besoin de cacahuètes. L'intelligence des jeunes Camerounais doivent être respectée. Les 50 milliards de M. Paul Biya peuvent créer des milliers d'entreprises sans être dépensés. Il suffit que l'État place 50 milliards en fonds de garantie et se porte garant de remboursement. Je crois que c'est un peu ça la procédure. C'est même de ça qu'il s'agit. Il faut venir à l'information. C'est aussi ce qui manque le plus, hein, l'information. Si vous convoquez le ministre de la Jeunesse et autres, on ne l'écoute pas. Vous voyez, le nombre de vues, c'est 0. Ah, et si vous convoquez, vous invitez Croqueuse de Diamant, le taux d'audience explose. C'est aussi un problème dans notre pays. Faites une émission sérieuse avec des gens sérieux qui vous parlent de comment monter une entreprise, c'est 0 vue. Quand vous sortez là, on dit vraiment, ton émission là dormait trop. Ton émission là dormait trop. Et ce sont les jeunes qui vont se plaindre le lendemain. On se donne rendez-vous demain. Qui sera là? Paul Biya. C'est de faire parler demain. On aura les jeunes. Oui, Mohamed Ali, merci de nous trouver 2 ou 3 jeunes de l'ESTIC aussi, pour qu'on puisse faire quelques plateaux jeunes et évoquer les attentes et commenter aussi le discours du président. Alors, les professeurs vont un peu nous excuser. Merci M. Soumsila d'être venu. Merci Jean-Jacques Zé de m'avoir invité. Oui. Monsieur le président Chazo, je viendrai encadrer les jeunes. J'ai toujours monté les limites. J'ai eu peur que tu parles comme notre frère. Hein? Tu parles de l'affaire du port autonome de Douala. Tu n'as pas beaucoup entendu sur ça. Hein? Ah non, vous savez que c'est un sujet qui touche tous les Camerounais. À la seule différence que moi je fais une lecture juridique. Ce n'est pas les affaires du village. 1 minute pour cela. Non, je n'entre pas dans les affaires du village. Le 2 mars 2015, l'État du Cameroun a signé un contrat avec la société SGS pour une durée de 10 ans. Avec un effet immédiat. Ça veut dire que dès qu'on signe le contrat entrait en
en exécution. Contre toute attente, 10 ans après, donc 2025, lorsque le président, le directeur général du port constate que le mandat est arrivé à son terme et contacte un nouveau partenaire, une nouvelle société, Atlantique SA, on lui dit que non, le mandat est encore en cours. Le Premier ministre fait une sortie. Alors on se pose la question de savoir de quel mandat il s'agit. Et lorsqu'on lit le mandat, le contrat, autant pour moi, le premier contrat, il fait état de ce que la SGC devrait installer un dernier scanner, le 4e. Et que c'est à partir de ce moment que le contrat devrait prendre effet. Ce qui est contraire à une première clause qui disait que dès la signature, le contrat prend effet. Alors, on se pose quand même la question de savoir si ces derniers scanners étaient installés 100 ans après. Qu'est-ce que ce contrat, initialement signé pour 10 ans? Il est entré en expiration 100 ans après. Il est entré en expiration 100 ans après. À l'effectivité. Alors, ça veut dire que j'ai trouvé personnellement que la sortie d'un premier ministre qui demandait au directeur général du port autonome de Douala de respecter ce contrat était une instruction fausse. Pourquoi? Tout simplement parce que le gouvernement, je voulais dire l'État, parce que le contrat lié SGC à l'État du Cameroun et non au gouvernement. L'État du Cameroun n'a pas respecté les clauses contractuelles au début. Il n'y a non plus eu d'avenant ou bien de relecture de ce contrat pour préciser que la période qui n'a pas été exploitée soit compensée à la fin pour qu'on aille donc de 2025 à 2032. C'est des choses que les gens se disaient dans leur propre bouche. Je crois donc humblement que le directeur du port autonome de Douala est dans son droit. Et pourquoi? C'est lui qui est là-bas. Comme on dit au village, il est les yeux et les oreilles de l'État du Cameroun. D'accord. Et quand le compte amiral fait un rapport faisant allusion de l'insécurité, de la façon dont SGS travaille, ça veut dire que cette société n'a plus de crédibilité. Le matériel est vétuste et on doute même de la sincérité des informations. Parce qu'il y a des frontières. Le port est également une frontière, même si elle est dans l'eau. Il y a donc des choses qui entrent au pays. Et quand on connaît le degré d'insécurité dans toutes nos villes, on connaît ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, ce qui se passe dans le Grand Nord. Pensez que le directeur du port qui est en contact avec ces sociétés n'a pas droit de renoncer à un quelconque contrat, c'est une erreur. Merci Raymond Chiazok. Rendez-vous demain, nous serons le 10 février 2026. Le chef de l'État va s'adresser à la jeunesse camerounaise et les jeunes seront là pour en parler. Très bonne soirée.